Bonjour tout le monde et bienvenue au spécial du gérant. Je rentre dans le vif du sujet aujourd'hui parce qu'il va avoir du jus incroyable. C'est un chum à moi depuis très longtemps. Très heureux de recevoir Guy Nantel. Ben, un chum, on ne soupe pas ensemble bien souvent. C'est pas grave, je trouve qu'on a toujours eu, depuis le jour 1, des affinités Absolument, naturelles. des atomes on a tout le temps eu, ouais. Même si tu as refusé de me gérer dans mon jeune temps. Je me souviens que ça commence avec des reproches. Oui. Non, mais t'étais très motivé à travailler avec moi, d'ailleurs. Je me souviens que je voulais, dans le temps... François Simard et toi, vous étiez deux gérants associés. C'était quoi déjà le nom de... Management Mboila. Management Mboila. C'est ça. Donc, c'était d'abord à ton nom. Puis, moi, je me souviens que c'était une grosse boîte très prestigieuse. C'est-à-dire que, tu sais, vous aviez, je pense, Morancy, Anctil, Cavana. Puis là, je te parle des gars qui étaient au top de leur carrière, là, tu sais, puis que ça... Faire partie de ces curies-là, c'était quelque chose. Ouais. Ben, moi, j'en rêvais, mais... Ça n'a pas marché cette fois-là. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ben, en fait, parce que je peux l'expliquer j'avais... quand même un peu. C'est-à-dire que, puis, je veux pas parler pour toi, là, c'est toi qui connaissais tes raisons, mais j'ai souvent envoyé des signaux que je voulais travailler tout seul aussi, ce qui était peut-être un peu paradoxal pour certaines personnes. Ouais. Puis en plus, c'était une époque quand même de personnage, ou en tout cas de quelque chose d'un petit peu plus dans le burlesque, alors que moi, j'ai quelque chose de plus rationnel, de plus posé, qui était plus de cette époque-là, là, dans les années 90, qui est revenu plus tard, là, tu sais, le stand-up plus de gars ordinaire, là, mais je veux dire, dans le temps, tu sais, même des gens qui se déguisaient pas, comme Cavana, étaient quand même plus showtime que moi, les décors, mettons, là, tu sais, puis tout le stock, alors que moi, c'est debout derrière un micro. Fait que non, puis je t'en ai jamais tenu rigueur, j'ai toujours vraiment apprécié de te voir et revoir comme aujourd'hui. Bon, ça ben écoute, plaisir. ça part fort. Ouais. Guy, on va faire quelque chose que tu n'es plus habitué, c'est-à-dire qu'on va parler de ta carrière d'humoriste. C'est-à-dire que, non mais, à chaque fois que je vois des entrevues, c'est pour un peu essayer de te peinturer dans le coin ou whatever. Ouais. Là, on va faire comment? Il faudrait peut-être pas oublier qu'il y a... Je fais aussi... Non, mais comprends-tu? Je fais aussi ça dans la vie. C'est ça, tu sais. Fait que, mais écoute, on va passer aussi, il y a plein d'affaires que je veux On parle de jaser ce que avec tu veux, Marc. Mais c'est surtout, comme c'est, si tu veux, un peu le slogan de mon podcast, c'est non pas les coulisses, mais le bureau derrière les carrières. Mm-hmm. Donc, tout ce qui s'appelle comment tu montes tes affaires, comment tu travailles tes affaires, etc. Puis commençons, c'est quoi ton premier, là, la première fois que tu peux dire, ça a été mon premier geste pour faire rire du monde? Je commence écoute, super large. C'est parfait comme ça, c'est clair, net et précis. Je faisais la troupe de théâtre au Cégep Saint-Laurent où on était 4 personnes. En fait, la troupe était plus large que ça, mais il avait demandé à 4 des membres de faire le show de la rentrée finalement scolaire de l'année suivante. Et donc, c'est un spectacle assez léger, étudiant. Là, j'avais 18 ans au Cégep Saint-Laurent, qui était quand même un cégep... tu sais, la salle Émile Legault, c'est une belle salle de spectacle. Puis bon, tu sais, il y avait une tradition théâtrale, tu sais, au Cégep Saint-Laurent. C'était encouragé, si tu veux, dans la... Oui, puis même depuis les années 40-50, là, tu sais, c'est un vieux cégep où il y avait vraiment des grands acteurs qui étaient passés là. Donc, il y avait cette espèce de, tu sais, tu rentrais dans les coulisses, là, puis c'était vraiment impressionnant. Puis moi, j'étais très impressionné déjà de faire partie de la troupe de théâtre. Deuxièmement, parce qu'au secondaire, j'avais essayé, on avait, à l'école secondaire, on avait à chaque année, c'était Georges Vanier, mon école, puis on faisait ce spectacle de fin d'année, mais moi, je n'étais pas sélectionné. Je passais les auditions, puis bon, je ne voulais pas m'avoir, mais c'était plus du chant, de la danse, des trucs comme ça, puis visiblement, ça ne cadrait pas tellement avec moi. Mais peux-tu danser, mais avec un micro, puis je ne bougerai pas? Ouais, mais dans le temps, je n'étais pas là-dedans pantoute, là, mais je faisais les trucs... d'acting qui me demandait de faire dans les auditions, puis ça collait pas bien. Donc, quand je suis passé au cégep, là, j'ai réussi à faire les spectacles comme ça. Et est arrivé, dans ce spectacle-là, on faisait la tournée de tous les départements, puis on expliquait aux élèves ce que c'était. Puis à un moment donné, on a une grande fontaine devant l'entrée du Cégep Saint-Laurent. Puis moi, tout ce que j'avais fait, à un moment donné, je m'étais rempli la bouche d'eau en coulisses. Et là, à un moment donné, il y a juste la fille qui passe devant moi, qui a une position fixe, puis elle fait juste passer. Ah, ça, c'est pas important. Ça, c'est la fontaine. Et je lui crache de l'eau d'en face. Et là, il y avait comme 800 personnes dans la salle. Et il y a eu un rire. Fait que le gag en soi, il n'est pas si important. Là, je n'étais pas obligé de te le compter, mais il y a eu un rire. Ouais. Ce rire-là, ouais. Ça n'a plus jamais été pareil après. J'ai fait ça, là. Ah, ouais.
800 personnes qui rient en même temps Ouais. pour quelque chose que tu viens de Ouais, faire, là, ouais. c'est toi qui as compté le but. Là, tu sais. Ouais, Puis là, t'entends, là, wow! Ouais, Là, exact. tu fais wow! Écoute, je te le compte, j'ai des frissons. Ah ouais? Ça fait longtemps que je n'ai pas repensé à ça. Ça, je me suis dit, ça, je veux revivre ça. Ça a été laborieux, par exemple, après, parce que les lundis des AA, j'ai passé des auditions pour passer là. Puis à un moment Mais c'était quoi ton donné, occupation à ce moment-là? Tu étais étudiant en quoi? en sciences humaines, OK, machin, mais là, tout ça, tu sais, ça te gazait, là. J'étais rentré pour aller en médecine, là, en sciences peu, puis tout ça, puis en l'espace d'une session, je suis rentré au café étudiant, je suis rentré dans le troupe de théâtre, je me suis rasé la moustache, j'ai fait comme, écoute, c'est pas pour moi pantoute. C'est qu'au cégep, tu as découvert que dans le fond, c'était une carrière Écoute, artistique. je suis rentré pour jouer dans l'équipe de hockey des Patriotes de Saint-Laurent pour étudier en médecine. Je te dis, en quelques semaines, là, ça a déboulé complètement. J'ai lâché physique, chimie, maths. Je suis rentré... Au grand bonheur de tes parents, bien entendu. Ouais, mais chez nous, ça a toujours été assez libre. Okay. Fais ce que tu veux. Puis il n'y avait pas de problème là. Mais ensuite, donc, au Club Soda, tu sais, le fameux Club Soda, pas le Club Soda aujourd'hui, le premier Club Soda. Je dis le fameux parce que ceux qui ont connu cette époque-là, qui était une petite boîte vraiment plus intime que le Club Soda d'aujourd'hui, qui est plus prestigieux, mais tellement d'histoires en humour là, par rapport à ça. Puis toi, tu l'as connu cette époque-là. Donc, tu sais, toutes les Lemire, Roquet Belles Oreilles, André-Philippe Gagnon, ça a tout commencé là. Je veux dire, on allait voir ça. Puis la salle de spectacle humour, c'était ça? C'était écœurant. Ouais. C'était à chaque lundi, j'étais là avec un de mes amis. Puis j'ai dit à un moment donné, j'ai dit, moi, je vais faire ça dans la vie. Puis je me souviens qu'il s'est moqué de moi. Puis là, je l'ai convaincu de faire un sketch avec moi qui était lamentable. Et encore une fois, dans ce 10-15 minutes-là, il y a eu un rire. Je me souviens c'était quoi, là, mais bon, peu importe. C'est qui le gars en question? Ah, c'est un ami à moi, Stéphane, mais qui n'est pas du tout dans l'industrie aujourd'hui. Puis lui, ça a tellement mal été que tu te souviens comment c'était au Club Soda? Oui, sur le large. C'est sur le large, puis il fallait que tu rentres et que tu traverses la salle au complet pour aller dans les coulisses qui étaient complètement... Oui, tu passais devant le stage au complet. Exactement. Et lui, là, il a dit, moi, je repasse pas devant le monde. Il voulait passer, c'est quoi? Il y avait une porte d'alarme, là, que l'alarme sonnait, puis il dit, moi, je sors par là, il dit, je retourne pas. Moi, j'ai dit, t'es malade. J'ai dit, ça a super bien été. Mais il dit, sur quelle planète tu vis? J'ai dit, ben, t'as pas entendu le rire à un moment donné? Il dit, oui, il y en a eu un. Ben, j'ai dit, ce qu'on a à faire, c'est faire ça plus souvent à cette heure. Fait que tu vois, on n'avait pas la même vision. Fait que moi, j'ai continué, lui, il a lâché. C'est très bon. Ouais. Fait que ça, c'est, voilà. Puis à partir de là, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la suite? Ben là, donc, ensuite de ça... là, tu t'es découvert une espèce de plaisement. De mission. Là, oui. Là, moi, je fais ça pour moi, là, ma plus grande qualité dans la vie, là, c'est que je suis acharné. Si je te dis je m'en vais là, si jamais je le fais pas, c'est parce que je décide d'arrêter puis je fais ça me tente plus, ce qui est plutôt rare. Mais moi, tous les obstacles puis les gens qui parlent contre moi ou qui ça m'a, tu sais, c'est pas le fun, mais ça ralentit les affaires, mais ça m'envoie pas un signal de donc ça n'arrivera pas. OK. Tu dirais-tu que tu es indémotivable? Il y a des passes, il y a des downs, là, tu sais, il y a des passes où c'est plus difficile, mais je ne doute pas de ma capacité parce que moi, je suis pas bon dans bien des affaires dans la vie. Mais ce que je sais que je suis capable de faire, là, même si c'est 1000 contre 1, je fais comme, non, je sais que je suis bon là-dedans. Puis des fois, ça arrive dans la vie qu'on fasse des choses, puis je sais pas, moi, n'importe quoi. Tu écris un texte, tu le passes à 20 personnes, tu dis, hey, vous me direz ce que vous en pensez. Il n'y en a aucun qui te retourne de commentaires. Là, ouais, j'ai lu ça, je me souviens plus trop. Puis, là, tu fais, ben, normalement, les humains ont tendance à faire, ben là, la vie m'envoie des messages. Non, moi, je fais, OK. Ça n'a pas marché de même, on va réessayer une autre clé. Ouais. Tu as un gros porte-clés, là, ça n'a pas marché ce clé-là. On va essayer ce clé-là. On va essayer ce clé-là. À un moment donné, il y a de quoi qui va ouvrir. Ouais. Mais tu sais, quand je te dis qu'on a toujours eu des atomes crochus, là, c'est que je fais exactement de même. C'est-à-dire que si moi, je décide, je le fais, les commentaires vont modifier ce que je vais faire. Oui, mais c'est impossible, je vais dire non, finalement, je le fais pas. Ben oui. Parce que vous avez... Non, c'est ça. C'est pas toi qui décides. Non. Mais tu as raison de dire, on est influencé par les épreuves moi, j'écoute qu'on tout vit. Là, avec grand intérêt. Ouais. Mais no way que ça va m'empêcher de le faire. Ben, c'est ça. Donc, c'est un peu la même affaire. Alors, à partir de là, moi, j'ai dit, je m'en vais là. Et ça n'a pas été simple, mais j'ai animé une émission qui s'appelait L'humour en coulisses à la télé communautaire.
dans le T'as temps. quel âge à peu près, là? 19 ans, OK. ouais, 19-20 ans, là. Puis ça, ce que ça me permettait de faire, c'est que chaque semaine, j'allais justement au Club Soda, j'enregistrais des extraits de spectacles que je présentais dans cette émission-là. Ensuite, je faisais des entrevues avec les humoristes connus. Puis moi, j'avais, écoute, 19-20 ans, là, je prenais le bottin de l'UDA, là, j'appelais tout le monde chez eux, là. Puis bonjour, c'est que je me souviens d'appeler Dominique Michel. Puis... Sérieux? Ouais, tout le monde. Ouais. Oui, allô, je m'appelle Guy Nantel, je suis un jeune, j'ai une émission sur la télé communautaire de l'humour, puis j'aimerais ça faire une entrevue. Bon, écoute, il y en a qui me raccrochaient au nez, puis il y en a qui sont venus aimablement. Encore Puis, là, toi, anyway, tu le faisais là. Ah, je le faisais. Écoute, j'étais même allé dans le Vieux-Montréal, dans un restaurant qui s'appelait Claudio, juste aux Deux Pierrots, là, tu sais, c'était comme l'étage au-dessus de ça, qui était un restaurant italien dans le temps, puis j'avais fait, tu sais, la vie des fois, là, je rentre là, je vais voir la propriétaire ou la gérante, je dis bonjour, je m'appelle Guy Nantel, je vais faire une émission bientôt, ça n'avait jamais été en nom. Moi, j'aimerais ça, on viendrait ici, dites-moi quand est-ce que vous êtes fermé. Elle me donne, mettons, les mardis soirs. Là, je dis parfait. On venait ici les mardis soirs, tout ce que vous avez à faire, c'est 2 verres de vin, préparer 2 plats de pâtes qu'on choisira, l'invité puis moi. Puis nous laisser mettre une caméra. On fait ça pendant 1 heure, un enregistrement. Puis chaque semaine, je plug votre show. Écoute, en 5 minutes, on se serre la main. Fait que je faisais mes entrevues là. Les choses ont bien été, là. C'est-à-dire que chaque semaine, je rencontrais des humoristes connus. C'est comme ça que j'ai connu Louise Richer à l'École de l'humour. Ben, dans le temps qui n'existait pas encore, mais qui est en train de se former. Ben, elle travaillait sur les lundis des As, je pense. Exactement, c'est ça. Donc, elle m'a donné ma première chance au Club Soda. Après ça, l'École de l'humour, j'ai essayé, j'ai été refusé. Moi, c'est l'histoire de ma vie. Hein. C'est toujours deuxième Pour essai. vrai? Tout le temps. Dans tout. La course Destination Monde, ça a été pareil. Ça passe jamais le premier coup, mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'histoire. Ouais. Puis, je suis rentré à l'École de l'humour. En fait, c'est qu'il y a 3 personnes qui ont abandonné. Puis là, Louise m'a appelé, puis elle a dit, écoute, elle a dit, là, il y avait du monde qui a lâché, ça te tente d'avoir un des spots. OK. Mais j'étais pas prêt, tu sais, je veux dire, je commençais... En quoi t'étais pas prêt? En tout, je savais pas comment jouer, je savais pas comment écrire. Mais ça sert pas à ça, l'école? Non, ben là, je te parle avant l'école. Que je passe les auditions, puis que ça ne fonctionne pas. Là, toi, tu dis oui, mais justement, mais il faut quand même voir une étincelle qui était... Mais tu juges-tu que tu l'avais pas ou c'est l'erreur? C'est ça mon point. Ben écoute, tu sais, des fois, on dit quand tu meurs, tu sors de ton corps puis tu revois ta vie. Là. Il y a des gens qui disent ça. Moi, j'aimerais, puis même, non seulement tu revois ta vie, mais tu revois les choses du point de vue des autres à qui tu as fait des choses, tu sais. Mais moi, je trouve ça très intéressant si jamais ça arrive comme ça, parce que je me suis toujours demandé, est-ce que je fabulais? Est-ce que j'avais cette intuition de pouvoir, mais que, dans le sens où il faut comprendre les autres qui ne pouvaient pas le voir. Tu sais, des fois, là, tu es un peu fâché, là, puis tu dis... on a tout le fantasme de quand je suis rendu au sommet, là, tu regardes les heures, vous m'avez craché on l'a dessus, tous vu ça. Genre, merci à ceux qui m'ont dit que j'étais pas bon. Ouais, tu sais, dans les films américains, il y a beaucoup ça. Mais en même temps, c'est pas une science exacte. La réussite, tu peux pas en vouloir au monde de ne pas voir ce que tu n'as pas encore étalé. C'est ça que je veux dire. Puis dans mon cas, ben c'était peut-être pas si clair que ça. Okay. Parce que je dégage pas une énergie si comique que ça dans la vie. Fait que quand les gens viennent me voir en show, ben à ce temps, ils me connaissent plus. Mais dans la vie, ils me connaissaient pas. Il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de rien. Fait que tu jases avec le monde, ça fait ouais, écoute, t'es un gars assez sérieux. Ouais. Ton énergie naturelle que je connais, c'est pas celle du gars à Place des Arts que je suis allé voir dans ton dernier show. C'est ça. Fait que... T'as un pitch. Ouais. T'as raison, effectivement, il y en a qui sont comme toujours un peu similaires, d'autres qui sont... Ouais. C'est un personnage, puis il n'était pas développé comme aujourd'hui, puis dans le temps, les personnages, ben, c'était Ding et Dong, c'était Daniel Lemay qui faisait 15 des costumes, personnages, c'était Ia Tremblay, c'était... Moi, t'as pas question, je l'ai fait, en passant, tu te souviens, je faisais un rocker, je faisais... L'itinérant. L'itinérant, c'est ça. Ton tout premier show, je me trompe pas, c'était au cabaret du Musée Juste pour rire. Oui, bon, ben, je l'ai fait au Jésus avant, je l'ai produit au Jésus, ensuite, Juste pour rire, le produit là. Mais tu sais...
c'est pas évident. C'est juste ça que je veux dire, c'est que je me mets à la place du monde, puis moi-même, c'est arrivé souvent que je juge des jeunes qui commencent, puis je fais que ça va nulle part, puis 2 ans plus tard, ça devient une vedette. C'est sûr. Hey, tabarouette, OK. Ben oui. Mais il est arrivé le contraire quand même, c'est-à-dire qu'il y a déjà du monde qui m'ont dit Hey, j'ai vu ton show, t'as pris une coche, mon gars. Puis moi, intérieurement, je fais non, le show que t'as vu, là, c'est le même show que je faisais d'un bar il y a 2-3 ans, puis que tu me disais, c'est de la merde. C'est les mêmes blagues, ça, c'est arrivé aussi. Oui. Mais ça s'appelle le pouvoir du contexte. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, c'est-à-dire que je prends toujours l'exemple dans le temps, tu te souviens de l'émission Les Démons du Midi? Oui. Bon, les humoristes qui allaient là, c'était genre un foutoir total. Je l'ai fait, ça. Bon. Puis, mettons, ma mère, quand j'ai commencé comme gérant, me disait « Ah, j'ai vu Maxime Martin, tu me parles de Maxime Martin? Je l'ai vu, je l'ai pas trouvé drôle. » Mais man, t'es dans un centre d'achat avec les cardiaques de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Là. Tu comprends-tu? Mais le même numéro après, il peut faire un score au gars. C'est le pouvoir du contexte, c'est ça que j'entends par là. Oui. Ben, t'as raison. Puis, encore une fois, dans la catégorie, c'est pas de la faute des gens si, c'est que moi, c'est arrivé une couple de fois dans la vie que je raconte des affaires à du monde hors contexte. Puis je dis, mais ce qui va arriver, c'est que je vais parler de tel sujet, puis là, ben, je vais amener le numéro plus dans cet environnement-là, puis après ça, je vais surprendre le monde en fait ça. Puis là, les gens te regardent, font ça s'en va nulle part, ton affaire, je comprends pas, tu t'en vas. Puis là, tu le fais, pouf, t'as un standing, tu sais. Puis là, t'as le Saint-Denis ou la Place des Arts, puis c'est comme, tu sais. Puis là, tu fais, c'est de ça dont je te parlais, tu sais. Mais comment se mettre dans la tête de quelqu'un, c'est pas OK, Guy, mais il y a quand même 2 catégories de ça, parce que moi, tu m'interpelles au bout dans ce sujet-là. Il y a la catégorie Monsieur, Madame, tout le monde, donc l'exemple que je te disais de j'ai vu Maxime Martin à TV quand il commençait, puis il était dans un centre d'achat, puis je ne l'ai pas trouvé drôle. Mais tu as aussi les professionnels qu'on peut accuser, souvent, malheureusement, d'avoir... Moi, combien de fois on m'a dit « mais des lignes ouvertes, tu sais, des lignes ouvertes. » Des lignes ouvertes, ça n'existe pas en soi. Il y a autant de lignes ouvertes qu'il y a d'animateurs de lignes ouvertes. Mais tu sais, Marc, les professionnels, là, je veux pas être fendant, mais la majorité des professionnels, pas juste en humour, là, dans tous les secteurs, c'est des gens qui prennent des recettes puis qui les répliquent. C'est des choses qui existent déjà. Mais quand tu es un artiste, là, pas une vedette, là, un artiste, ton but, là, moi, c'est déjà arrivé avec Juste pour rire qui me produisait, puis écoute, ils m'ont mis ça à map, là, Juste pour rire, là. Je les remercie énormément. Mais moi, je me souviens de me pogner avec mes productrices qui me disaient, on va faire des focus group. Fait que tu vas être en arrière d'une vitre sans teint, puis tu vas écouter ce que les gens ont dit, puis on va passer des extraits. Mais je dis, mais non, mais jamais dans 100 ans, je vais faire ça. Pourquoi? Ben parce que je suis la locomotive, je suis pas un wagon qui suit, moi. Et dans l'industrie, il y a peu de locomotives, puis il y a bien des wagons. Il y a bien du monde qui disent « Hey, cette affaire-là, tu sais, combien de fois, là, tu as entendu quelqu'un dire « Ben, gars, lui, là, il a du succès, là, on devrait... » Ben non, c'est à lui, c'est lui qui le fait. Mais dans le sport, c'est pareil. Les grands sportifs, c'est des gens qui réinventent quelque chose. C'est pas quelqu'un qui fait lui, il marche de même, je vais le faire pareil comme lui. Pourquoi le monde achèterait Guy Nantel qui fait pareil comme, je sais pas moi, Daniel Lemire ou Jean-Marc Parent ou name it. Il existe déjà. Pourquoi tu vas acheter la copie, tu sais? Fait que c'est compliqué faire son chemin dans la vie parce que la première personne à convaincre, c'est toi-même. C'est de te dire, écoute, j'en vaux la peine, je fais bien les choses. Si c'était pas vrai, tu sais, dans les bars, je pense que j'ai fait 3000 shows dans les bars là, dans ma vie. 3000? Non, je les ai jamais comptés. Mais d'après toi, de même, là... Pendant 16 ans, moi, je faisais que du bar puis du corpo. J'ai fait des années plus que 100, 150 shows. En tout cas, mettons que j'ai fait 2000 shows dans les bars. Mais je me suis pas cassé la gueule souvent. Hein. Ça marchait, là, les affaires. Puis dans tous les contextes, même les bars de tout croche, que ça crie, ça lance des chaises, puis non, mais tu sais quoi je parle, c'est ça. Après ça, je faisais des corpos, des gens d'affaires, très clean, ça marchait aussi fort. Puis là, après ça, je faisais des auditions pour faire des galoches pour rire. Non. Ben là, moi, je me disais, excusez-moi, mais vous êtes dans l'erreur. Moi, je me souviens déjà... avec Gilbert Rozon, que je voulais qu'il me signe à l'époque, puis il m'avait dit Tabarouette, il dit t'as l'air d'un gars qui sait où il s'en va, tu sais. Puis moi, je commençais, tu sais. Puis j'avais dit à Gilbert, je dis
Ben moi, je sais que je vais réussir là-dedans. Je dis, la seule affaire qu'on n'a pas réglée encore, c'est est-ce que c'est avec vous autres ou avec quelqu'un d'autre? Ouais. Il m'avait trouvé fendant, maudit. C'est fort, Mais pareil. c'est parce que c'est vraiment ça que je chantais. Ouais, Je disais, ouais. moi, je te rencontre, mais on se parle d'égal à égal. Là. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, si tu m'installes ben des ouais, mais là, ça va marcher de même, ça va marcher de même. Là, je fais non. Ben, écoute, tu commences, tu as l'air un petit peu baveux. Oui, mais je le sais. Puis quand je te dis je le sais, c'est pas que j'ai pas confiance en toi. C'est que ça fait tellement d'années que je le fais puis que je sais ce qui marche. Fais-moi pas habiller en léotard noir puis faire du mime. Mais raconte-moi Je ferai pourquoi, pas ça, tu sais. parce que sérieusement, j'apprends que tu as fait aussi longtemps de bar avant d'être en prod. Là. Pourquoi? Pourquoi ça a été longuement? Grand mystère. Probablement quelque chose qui est dû à ma personnalité, je sais pas. Je sais pas ce Tu te l'expliques pas, même avec du recul. c'est pas par manque d'introspection. J'ai eu tellement souvent cette réflexion-là de me dire, mais pourquoi c'est non tout le temps? La télé, tout ce qui était prestigieux. Non, c'est pas ma question. Non, mais tout ce qui était un déclencheur, là, Ouais. que tu pognes une marge de plus, Oui. là, ça arrivait pas. Mais t'es pas resté volontairement 16 ans au-dessus du radar. T'as fait des démarches. moi, je voulais réussir. Parce que là. PA Méthode, c'est ça son histoire. Ouais. PA, c'est genre, oh non, moi je fais mes shows à Québec. Ok, non. Puis à un moment non. donné, c'est McLeod qui a dit là, man, sérieux, viens rencontrer mon gérant, il faut que ça sorte au grand jour. Non, tu faisais des moves, puis t'essayais Totalement. tout le Regarde, OK. j'ai approché tout le monde dans l'industrie, tout OK. le monde. Jusqu'en 2003, là, à peu près. Mais de 86 à 2003, là, c'est... Il y en a en tabarouette, là, des spectacles là, qui se déroulent, mais... Qu'est-ce que je te dis? Ça arrivait pas. Alors, c'est quoi l'événement déclencheur? C'est quoi? Ou qui? Luce et Lucie Roson qui ont cru en moi, qui sont... Moi, je me suis beaucoup organisé tout seul dans la vie. Là. Ça, j'ai toujours senti, tu sais, comme le karma là-dedans aussi. Là. Ouais. C'était à un moment donné un dénominateur commun. Tu sais. On dirait que c'est, si toi, tu le fais pas, il n'y a personne qui va te courir après. Tu n'es pas un jeune premier, mon gars. Puis ça t'arrivera pas de même. Mais par contre, si tu te démerdes, il va... Donc, au Jésus, le premier spectacle, j'avais produit avec ma sœur et un de mes amis, Gilles, puis on avait mis chacun 10 000 $. Mais écoute, là, je revenais de la course, là, 25 ans. Puis c'est tout ce que j'avais comme argent. Fait que tu comprends que ça n'a pas duré longtemps, 30 000 $ dans le showbiz. Là. Tu t'es pas rentabilisé? Je me suis rentabilisé. C'est-à-dire, ce que j'ai fait, c'est qu'on a épuisé tout ça. On a fait 2-3 semaines au Jésus. Et quand on a fini, on n'avait même pas de tournée, on n'avait rien, j'avais pas de booker. Puis là, je leur ai dit, écoutez, je vais vous rembourser avec tous les corpos que je vais faire. Fait qu'eux autres, je les ai remboursés même en bonus. Ils ont fait de l'argent, là, finalement, un petit peu, avec ça. Là. Pas fait une fortune, mais je veux dire, je me suis fait un devoir de dire, Absolument. je vous remets le 10 000 plus. Ouais. Et après ça, Juste pour rire s'est intéressé donc à mes affaires. Mais, donc, ce move-là du Jésus a quand même donné... Ben, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, j'ai fait des affaires qui, dans le fond, sur le coup, tu as l'air perdant, là, mais tu t'avances. Mais là, ils ont produit donc mon show au cabaret. Et c'est Maxime Martin qui a tout ramassé. On faisait les deux les mêmes soirs, là, un à 7h30 puis l'autre à 9h30, je pense. Je pense que Maxime passait après moi. Et Maxime était la saveur du mois. Là, tout le monde dans... Il était avec moi dans le temps. Ah, okay, cette prod-là, on l'avait faite ensemble. Ben, c'est ça. Donc, tout le monde parlait Maxime. Et moi, je suis passé dans le beurre carrément. Fait que Juste pour rire s'est intéressé plus à Maxime, puis ils m'ont laissé tomber. Là, je te parle de genre 97-98. Exact, c'est dans ces années-là. C'était son premier one-man show, et toi aussi, d'ailleurs. Et là, donc, je retombe encore pendant 5 ans. 5 ans? D'un mineur, là, tu sais, je pensais que c'était mon break, Ben oui. finalement, ça 5 ans? Ben oui, parce que c'est en 2003, j'ai fait là, je me reproduis un one-man show, puis ce que je vais faire avec ce show-là, au lieu d'épuiser tout mon argent, je vais inviter tous les producteurs. Fait qu'au lieu d'aller les rencontrer à leur bureau et leur dire « Hey, je suis bien beau, puis je suis bien bon », je vais faire le show. Puis en faisant le show, mais ce qui est arrivé, c'est que personne venait. Ah. Personne venait voir le show. Tout le monde était invité. Tu jouais où? Au Petit Medley. J'avais loué le Petit Medley pendant genre... C'est une bonne place pour faire ça. Ouais, mettons 5 fins de semaine consécutives. Là, je disais ça aux producteurs puis aux gérants. Puis je disais les vendredis et les samedis, je vais être là tout le temps. Les vendredis et les samedis. Fait que dis-moi pas, vous ne pouvez pas ce soir-là. Là, je vais être là tout le temps. Pendant 5-6 semaines. Et là, Luce et Lucie sont venus.
Roson. Puis je suis tellement reconnaissant parce que elles ont capoté sur le show, elles ont convaincu toute l'équipe de Juste pour rire de revenir les semaines suivantes. Et là, ils m'ont signé. Puis là, ça a été parti. Ça a été parti. Les gars-là, Juste pour rire, j'ai animé. Puis, tu sais, les gars-là, j'avais des standings à chaque soir. Là, tu sais, ça marchait bien. Dans les bars, ça marchait bien. Dans les corpos, ça marchait bien. Dans le one-man show, ça marchait bien. Puis là, on dirait que tout s'est réuni. Puis, donc, j'ai eu des demandes beaucoup au corpo. J'ai eu des demandes beaucoup pour des galas, des trucs comme ça. Puis après, ben, l'animation des galas, les one-man shows qui ont suivi les uns après les autres. Fait que ça nous mène à aujourd'hui. C'est incroyable. C'est une longue réponse, mais c'est un long cheminement. Puis aussi. Dis-moi comment tu travailles tes textes, parce que j'ai l'impression que tu es tout le temps seul au combat, que tu veux pas travailler avec personne. Ouais, non, je travaille pas avec personne. Dans les textes, c'est la chose la plus primordiale pour moi. C'est philosophique, ce que je fais. C'est pas de l'humour, pour moi, je vois ça comme de la philosophie. Fait que, tu sais, interpréter, je pense pas que je suis le meilleur interprète, mais pour écrire ce que j'ai à dire, il y a personne de mieux que moi pour ça. Ce qui change pas le fait que des gens viennent voir le show des fois. Tu sais, Marc Gélina, par exemple, chez Entourage, vient voir le show, il va dire « Ah, telle affaire, je trouve que ça marche pas bien, puis pourquoi tu dis pas ça à la place? » Puis tu sais, ça, c'est parfait. Mais l'essence de ce que j'ai à dire dans un spectacle, c'est absolument improbable pour moi que d'avoir des scripts éditeurs, puis quelqu'un qui m'arrive, puis qui me dit « Écoute, ton prochain show, je m'en occupe. » C'est ça mon travail. C'est que t'es-tu d'abord un auteur? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sont en conflit. Puis c'est souvent, Mike Ward m'avait déjà dit, on veut toujours être ce qu'on n'est pas, ce que je trouve qui est une phrase brillante. Les auteurs, souvent, sont des humoristes que la vie les a amenés à écrire parce qu'en avant de la scène, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Puis je trouve qu'il y a tellement d'humoristes pour qui l'affaire la plus valorisante, c'est quand leurs textes sont applaudis, mais que la performance comme telle, c'est très secondaire. T'es-tu dans cette équipe-là? Ben, c'est-à-dire que mon vrai talent, je pense, c'est l'écriture. Mais c'est le même métier pour moi que faire de la politique ou écrire des livres sérieux ou n'importe quoi. C'est dire c'est exprimer la vision du monde que j'ai dans lequel je vis. Oui, mais dans le cas d'un show d'humour, on va pas voir ça pour ça. On va voir ça parce que Guy Nantel, il est drôle. Non. D'abord et avant tout, ce qui compte pendant qu'ils sont là, c'est ça. Mais mes vrais fans, là, c'est des fans qui collent à tout. Là. Ils achètent les livres, ils écoutent les propos sérieux quand je fais du commentaire social-politique. Ils ont voté pour moi au PQ. Il y a quelque chose de profond là-dedans. Là. C'est pas juste... moi, je colle pas juste des jokes ensemble. Là. Je veux dire, tu as vu mes shows. Je dis ce que j'ai à dire dans la vie de manière, évidemment, subtile puis déguisée en humour. Mais... Non, mais encore faut-il être capable d'écrire des jokes, ce que tu fais. Oui, c'est ça mon point. Non, c'est évident. C'est un spectacle d'humour, mais ce que je te dis, c'est que quand tu es un humoriste puis tu fais ça dans la vie, tu veux pas juste faire rire le monde. Tu veux les déstabiliser, les provoquer. Il y a quelque chose en arrière. Il y a une intention derrière. Dans ton cas, d'autres humoristes sont pas... Non, en tout cas, je peux, bien sûr, je parle pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'écris des choses sérieuses avant d'écrire des gags dedans. Bon, c'est là qu'on rentre dans le que je veux savoir. Comment tu travailles? Est-ce que, par exemple, comment tu choisis les sujets puis les thématiques? C'est-tu quelque chose qui t'habite comme ça? Tu le prends en note? Ouais, non, ça peut être n'importe quand. Oui, j'ai tout le temps des petits papiers. J'en ai 2 avec moi là, déjà en ce moment que je prends tout le temps des petites notes comme ça. Puis à un moment donné, moi, je les laisse reposer, je les oublie. J'ai pas une bonne mémoire dans la vie, justement, probablement parce que j'apprends des shows complets. Et éventuellement, quand je retombe en période d'écriture, je relis mes affaires. C'est long, là, j'en ai pour des centaines de pages. Hein? Ah oui, j'ai plein d'affaires. Plein d'affaires, mais des affaires sérieuses, des fois, là, qui sont pas si drôles que ça. Puis là, je relis ça, oh, tabarouette, ça colle avec notre époque. Ça a du sens. Puis là, je commence à voir comment je pourrais rentrer l'aspect comique dans l'imbriqué là-dedans. Là, fait que tout démarre d'un point de vue. Ouais, je pense que oui. OK. Ouais. C'est jamais une situation drôle. Non, c'est... C'est pas quelque chose qui t'a fait rire. Ça, c'est drôle. C'est un éditorial. L'anecdote comique,
va venir, pour moi, c'est comme un condiment, va venir salé, poivré, c'est une épice. tout ça, ouais. Mais je pars pas de ça. C'est pas l'ingrédient principal. Le comique, pour moi, c'est facile d'en rajouter dans la patente, c'est ça que je veux dire. Mais ce qui est dur, c'est d'être pertinent, c'est d'être de son époque, puis de dire comme de laisser quelque chose, là, tu sais. Mais c'est très dur de l'exprimer parce que moi-même, je pars pas avec une mission. C'est juste comment je suis fait. C'est-à-dire, je suis toujours en train de chialer sur le monde, tu sais. Puis pour moi, être humoriste, c'est transférer cette insatisfaction-là puis cette mauvaise humeur-là intrinsèque en quelque chose de positif. Je te suis complètement. Je sais pas si je suis clair. Mais le rentrer d'abord et avant tout, de dire qu'est-ce qui marche pas dans le monde? C'est quoi? Je pars de ça, de qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui est tout croche? Qu'est-ce qui a aucun sens? Qu'est-ce que les gens s'envoient, là? Qu'est-ce qui fait chier en ce moment, tu sais? Puis moi, je suis né là-dedans. Tu sais, je suis né dans les HLM. J'ai passé les 16 premières années de ma vie dans les HLM. Je suis proche du monde ordinaire. Je fais le tour du Québec. J'aime le monde. C'est le vrai monde qui m'intéresse, pas les décideurs de l'industrie puis les galas en paillettes. Honnêtement, je m'en calisse de ça. Tu sais, de ne pas gagner de trophées, de ne pas têter du monde. Puis je suis pas dans ça. Je veux pas ça. Si tu m'approches, que moi, je suis pas anti-prestige. Là. Si quelqu'un qui a beaucoup de prestige puis qui m'approche et qui dit « Écoute, je trouve ça vraiment pertinent. » Absolument. J'aime le monde puis ça fait partie du monde, ça avec. Mais d'abord et avant tout, ma priorité, moi, c'est que les affaires avancent, les dossiers avancent, que le niveau de conscience de l'humanité monte, puis j'ai l'impression d'avoir ma pertinence là-dedans. Alors, en humour, c'est un véhicule extraordinaire. Étant donné que tu as eu beaucoup de délais avant que les étapes arrivent, as-tu l'impression que tu as tout le temps eu un déficit de crédibilité auprès du milieu en général? Je pense pas, parce que la plupart des gens dans le milieu, en général, maintenant, ils ont commencé largement après moi. Là. Fait que, même largement après que j'ai eu du succès. Parce que, tu sais, ça fait quand même un bon 15 ans que mes affaires marchent bien. Là. Ça fait 35 ans que je fais ça. Fait que, mettons qu'il y a eu un 15 ans difficile, mais un 20 ans où les affaires vont très, très bien. Donc, si quelqu'un a un jugement par rapport à ça, il faudrait qu'il y ait... Non, mais toi-même... T'es pas quelqu'un qui a un ressentiment par rapport au fait qu'on t'a pas reconnu avant, par exemple? Non. OK, parce que j'en connais, moi, qui sont encore genre, ouais, moi, dans le temps, tu sais, je trouve que vous avez des belles carrières, puis c'est weird. Ça pourrait, tu sais, même... Ça t'habite pas. Il y a même beaucoup de gens qui m'aiment pas, là, dans le milieu. Pourquoi tu penses? À cause des idées que j'ai qui sont pas toujours cohérentes avec l'époque hypocrite dans laquelle on vit en ce moment, là. Je trouve qu'on est aussi hypocrite que dans les années 50 où tout le monde récitait des chapelets pour montrer qu'il allait à l'église, mais que dans le fond, il ne croyait pas tant que ça. Là, mais il y a beaucoup de ça en ce moment. Mais tu sais, de notre époque, dans les années 90, début 2000, j'avais personne qui m'aimait pas. Là, je veux dire, c'est venu avec l'idéologie woke. Okay. C'est venu avec toute cette mouvance-là. Mais moi, personnellement, moi, j'ai pas d'ennemis. Moi, je rencontre du monde des fois qui sont un peu comme mal à l'aise, là, mais moi, j'ai rien contre personne. Non, je comprends. Mais en même temps, c'est pas le type nécessairement de personne dont je recherche la présence dans la vie, parce que moi, je cherche des gens authentiques, des gens légers, qui ont le goût d'avoir du fun, qui ont le goût d'être positif, constructif, puis qui croient justement en la démocratie. Puis la démocratie, ben, c'est encore la possibilité d'exprimer librement des idées, même si elles ne sont pas toujours qu'elles ne conviennent pas. Ou à la mode, on peut dire. À la mode. Parce qu'il y a des modes là-dedans aussi. Tu sais, mais aussi, il faut accepter le fait que tout le monde ne pense pas pareil, puis qu'il y a des fois où on entend des choses qui ne nous plaisent pas, mais c'est grâce à ça qu'on vit dans une société de droit. Parce que sinon, ça correspondrait à dire, ça prend donc un dictateur qui décide qu'est-ce qui est convenable ou pas, puis il faut obéir à ça. Mais qui le choisit, ce dictateur-là? Moi, je ferais un bon dictateur. Mais toi aussi, t'en ferais un bon dictateur. Puis l'autre aussi, il en ferait un bon dictateur. Ouais. Comprends-tu? On voit tous midi à notre porte là, de dire « Hey, si c'était... Ouais, mais c'est pas de même, ça marche, la vie. La vie, il faut accepter qu'il y a des gens qui pensent autrement. Après, on peut ne pas être d'accord. Moi, je prends énormément de place sur
sur la place publique pour dire ça, je trouve ça ridicule, ça, je crois pas. Mais pourquoi tu as cette... Mais je l'argumente. Mais pourquoi tu as cette... parce que clairement, tu as une propension naturelle à ça. Puis ça revient un peu à ce que tu me disais au début, c'est-à-dire que quand tu as décidé que tu y allais, donc moi, ce que je comprends, c'est que quand tu as décidé que tu voulais le dire, point barre. C'est fini. Il ne peut rien se passer. Tu sais. Ouais, exact. Mais ça vient d'où, ça? T'as-tu... tu m'as dit, j'ai été 16 ans dans les HLM. T'as-tu un sentiment d'une quelconque injustice? La vie est injuste au départ, c'est-à-dire que ce que les humains vivent, c'est artificiel. Hein? C'est la culture, c'est pas la nature. Mm-hmm. La nature en elle-même, elle n'est pas juste, elle n'est pas égale. On n'est pas tous égaux dans rien. Donc, on invente quelque chose qui s'appelle la culture, la civilisation, pour faire en sorte qu'on neutralise du mieux qu'on peut cette espèce d'état sauvage qui est en nous, mais qui est encore en nous aujourd'hui. Tu sais. On a les deux. Donc, ce qui fait que, naturellement, on serait porté à être plus capitaliste, c'est-à-dire à dire, moi, tout ce que je peux ramasser, je le ramasse, puis tant pis pour les autres, comme les animaux font dans la nature. Et ultimement, on pourrait aussi tenter de mettre tout ça de côté, puis d'être juste communiste et de se dire, non, tout ce qu'on rapporte, mais sauf que ça créerait une autre sorte d'injustice parce que les plus forts diraient, ouais, mais là, les plus faibles ne travaillent pas, comment ça fait qu'eux autres, ils ont autant que moi? Puis, donc, l'équité, la justice, l'égalité, c'est des concepts qui sont aléatoires. À partir du moment où ces concepts-là sont aléatoires, ça fait en sorte que chacun détermine qu'est-ce qui est correct puis qu'est-ce qui n'est pas correct. Moi, j'ai ma vision. Je ne dis pas qu'elle est meilleure qu'un autre, mais je dis juste que quand quelqu'un est en situation de pouvoir, que ce soit un pouvoir politique, un pouvoir judiciaire, un pouvoir médiatique, journalistique ou même animer des émissions qui sont très écoutées, et qui dit ce que je considère être des conneries, je considère, moi, que c'est un devoir, puisque moi, je vois clair, puis je me dis, mais non, tu es en train de créer encore plus d'injustice dans la manière que tu es en train de déployer ta pensée. Donc, c'est spontané. Je le fais one-on-one si on va prendre une bière ensemble, puis je le fais devant 1 million de personnes si je suis à TVA dans une émission de télé de grande écoute. C'est dans ma nature. Si je vois une injustice, si je me promène sur la rue puis je vois un gars en train de voler quelqu'un d'autre, moi, j'interviens dans ça. Puis je l'ai fait. Je l'ai fait 2-3 fois. Là. J'ai arrêté des hold-up, j'ai arrêté des trucs comme ça. Des hold-up? Ah bah oui, c'est arrivé 2 fois dans ma vie. Une fois avec un couteau, une fois le gars me disait qu'il avait un gun, mais on le voyait pas, mais il disait qu'il était... Puis je dis, go, let's go, tu sais. Ah ouais? Agis. Montre-moi ce que tu sais faire, fais-les. Puis les humains sont... Tu sais, la plupart des gens là, qui marchent en gang ne sont pas si courageux que ça. T'sais. Le vrai courage, c'est... Puis c'est même pas du courage. Les vrais courageux, c'est ceux qui vivent justement en dictature puis qui savent qu'ils vont se faire zigouiller s'ils parlent contre le pouvoir. Nous, on vit même pas ça ici. Il n'arrive rien. Les gens sont choqués après toi. Mais OK, puis ça change rien. Ouais. Mais je pense, là, ce que je te dis, là, en fait, c'est un grand détour pour dire tout le monde devrait être comme ça. Tout le monde devrait dire hey, combien de fois là, dans la mouvance woke qu'on vit en ce moment, là, combien de centaines de personnes à la fin des spectacles, ça rue, du monde dans les médias aussi, qui me disent, en tout cas, lâche pas. Okay, c'est important ce que tu fais. Moi, j'ose pas le dire. Puis je peux comprendre. Il y a des gens qui sont ils pourraient perdre leur job, des choses comme ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si tout le monde est de même. Mais ce que je trouve paradoxal, c'est que quand la droite commet des impairs, il n'y a personne qui est gêné de dire c'est complètement con ce que vous êtes en train, des valeurs que vous êtes en train de mettre de l'avant, on y croit pas. Puis mais quand c'est l'autre côté, parce que ça défend justement en surface des valeurs qui sont humanistes, mais qui en réalité ne le sont pas. Tu comprends? Créer parce qu'on est trop dans l'exagération. Les extrêmes finissent par se rejoindre. Alors que moi, je suis un gars de centre, puis je pense que ce qui fait que le monde avance, c'est l'équilibre. Mais il reste que tu as une motivation à travailler de cette façon-là, avec ce propos-là, qui est hors norme. Habituellement, oui. Je connais pas tant d'humoristes qui disent, je vais te dire exactement ce qui motive le choix de mes sujets, puis qui partent pendant 8 minutes. Ouais. Non. Peut-être trop long. Pas du tout. On a tout notre temps, c'est ça qui est le fun. Non. Moi, je t'écoute avec grande attention. Ouais. Je fais juste dire d'où tu penses que ça vient, ce désir-là, parce que moi, quelque part, je fais de la radio parler depuis 10 ans au FM 93, puis je suis pas drôle en ondes. Je suis capable.
mais c'est pas mon mandat, puis c'est pas ce côté-là. Ben, c'est pour ça que je te dis. Non, mais OK, mais il y en a pas tant, c'est ça que je veux te dire. Ben non, mais il y en a pas tant. Tu penses que ça vient, cette motivation-là? Je sais pas, on est fait comme on est fait. Mais c'est aussi pour ça que j'offre un produit que je considère qui est différent. Tu sais, moi, puis c'est pas moi qui l'invente, là. Mon public, généralement, ne va pas voir d'autres humoristes. Ils vont voir d'autres artistes. OK. Ils vont aller voir Fred Pellerin, ils vont aller voir des chanteurs, des trucs comme ça. Mais quand on parle au monde, ils vont voir Guy Nantel pas nécessairement des... Non, mais c'est ça que je te dis. OK. J'ai des fans qui sont... Je dis pas aucun, là, sur 1000 personnes. C'est clair qu'il y a des fans d'humour. Ouais. Mais c'est pas nécessairement les fans d'humour qui font la tournée de 17 humoristes dans l'année, tu sais. Mais écoute, je vends au-dessus de 100 000 billets à chaque tournée. Je suis heureux dans la vie. Je pense que je fais les choses avec cœur puis de manière pertinente. Puis le souci du détail puis le nombre de punch à la minute, je pense pas être en dessous de la moyenne dans le milieu. Moi, je te répète, j'ai vu ton dernier show, c'est d'une très grande densité. D'ailleurs, c'est même, à la rigueur, j'ai le goût de pas te croire que tu écris avec personne. Ce que je veux dire par là, c'est que, non, mais c'est que, tu sais, c'est quoi, ça dure combien de temps ton show? Moi, je fais 100 minutes. Je fais toujours ça. 1h40 d'une traite, j'arrête pas de parler, exact. Pas de blague, pas d'arrêt. Tu les apprends comment, tes textes? Je sais même pas si je serais capable d'apprendre 1h40. Ouais. Ça a l'air dur, mais c'est pas si compliqué que ça. Mais c'est quoi le truc? Ben, tu lis. Puis mais tu lis pendant combien de temps? 20 ans, je veux dire? Non, c'est un travail. Il faut être professionnel. À tous les jours, c'est comme aller jogger. Tu vas jogger, puis là, pendant que tu jogues, tu sais, je sais pas, moi, si tu vas jogger une demi-heure, ben là, t'as lu, puis là, tu récites ton truc dans ta tête pendant que tu jogues, puis ça te fait moins souffrir de jogger comme ça en plus. C'est très bien comme ça, parce que tu penses moins à tes petites affaires, puis là, tu fais « Ah, j'ai un blanc de mémoire aussi, je t'ai rendu. » Puis, fait que là, ça te force à faire cette gymnastique-là, mais oui, c'est pas le côté le plus fun à faire là, dans la production, d'apprendre par cœur des textes, mais un coup que t'es là après ça... T'as pas besoin d'un truc particulier? Non, c'est juste... C'est à l'usage? Ouais. OK. Ouais, mettre du temps là-dedans. Là, oui, vas-y, Olivier. Je serais curieux de savoir, c'est quoi la portion de rodage avant la première, par exemple? Quinzaine de shows, je te dirais, là. C'est quasiment relativement short dans ma vision à moi. Là. Ouais, mais c'est pas beaucoup, mais j'aime ça de même parce que ce qui ressort pour le public, c'est l'humour, mais moi, ce que j'essaye de transmettre, il faut que ce soit... faut que ça reste spontané, il faut que ce soit... il y a comme une mouvance là-dedans, c'est-à-dire que c'est un peu comme, mettons, tu racontes, tu as été témoin d'un accident d'auto, ben tu ne l'apprends pas par cœur, tu sais, tu le racontes pas de la même manière à ton beau-frère qu'à ta grand-mère, là, le même événement, tu sais. Puis donc, moi, je veux pas être trop dans le mot à mot, dans le rationnel là, de « Ah, faut pas que j'oublie, je suis rendu à cette ligne-là. » C'est pas comme ça. Mais je le lis, je l'intègre, puis tout ça. Donc, je voudrais pas faire 50 spectacles de rodage juste pour me dire « Ah, là, je confirme que je n'aurai pas de blanc de mémoire, mais par contre, je perds de la spontanéité. » T'es plus un raconteur qu'on peut penser. Ouais, mais en même temps, ça ne donne pas cette impression-là. Là. Non, exact. Quand tu viens me voir, c'est pas... non. Mais c'est dans ta démarche, il y a un bout de ça. Oui. Ben oui, puis tout le monde devrait être comme ça, parce que Daniel Fichot m'avait dit ça à l'école de l'humour. Il m'avait dit « Je comprends pas que les gens s'inquiètent tant des blancs de mémoire, parce qu'elle dit quand tu fais de la scène, tu devrais juste te soucier de souhaiter bonsoir au monde, puis de le penser sincèrement. Puis après ça, ça va arriver. » C'est un party, puis je pense à ça quasiment avant chaque spectacle. Ah ouais? Ouais. C'est qui d'autre qui t'a... Je me dis tout ce que j'ai à faire, moi, ce soir. Là. Ouais. C'est bonsoir à tout le monde, puis avant le spectacle, là, je regarde un petit peu autour des tu sais, j'ouvre les rideaux, là, puis je regarde le monde, là, puis je fais... Vous allez passer une bonne soirée à soir. Je suis là pour vous autres, puis je vais me donner, puis ça... je l'ai jamais perdu. J'ai même un rituel, tu sais, j'ai un 25 cents qu'une fille... Je pensais que tu allais dire un 26 ans, je trouve ça intéressant. Ça, c'est dans l'âge avant. Non, mais il y a une fille qui m'avait donné un 25 sous de son année de naissance. Un jour, justement, j'étais dans un bar en 2000, je me souviens. Puis elle vient me voir, puis c'était dans Saint-Jovite. Il y avait un bar, là. Puis elle dit, écoute, j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis elle dit,
tu vas avoir une bonne carrière dans ta vie, tu sais. Elle dit, je veux que tu y crois. Puis elle dit, moi, je suis un petit peu une sorcière, tu sais. Puis elle me parle de même, tu sais. Puis là, elle était rigolote. Fait qu'elle dit, tu vas avoir une bonne... Elle dit, gars, je te donne un 25 cents. C'est mon année de naissance, là. Oublie-moi pas. Ce que j'ai fait, j'ai dit, ben, je l'oublierai pas. Je vais le garder avec moi quand je vais faire des spectacles à cette heure. Puis depuis ce temps-là, à chaque show, avant le spectacle, je le sors mon portefeuille, je le mets dans ma poche gauche, en avant. OK. Et quand ce 25 sous-là est là, c'est pas que ça va me porter chance ou il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Là. Mais c'est juste, c'est une porte. Quand je passe cette porte-là, là, je deviens humoriste. Ah. Et là, il n'y a plus d'histoire de « Ah, je suis fatigué. Ah, ouais, il me semble qu'il n'y a pas grand monde à soir. Comment c'est qu'il y a des bandes vides? » Non. OK, tu élimines tout ça. Ouais. Là, je suis en mission. C'est intéressant. Ouais. Puis tu fais ça depuis le jour 1. Ben, depuis la rencontre avec 2000, l'an 2000, ouais. Puis aussitôt que c'est fini, le show, aussitôt que j'arrive dans ma loge, première affaire, je fais terminé. Ça fait que toi, tu arrives comme une mission. Je suis un peu autiste. Ouais, mais, ben ouais. Tu arrives en mission, puis tu absorbes même comme genre tout un pan de personnalité qui s'en va, si tu veux, offrir un truc au public, là, mais dans une bulle qui n'a rien à voir avec l'heure d'avant puis l'heure d'après. Ouais, mais c'est parce que je me mets vraiment à la place du monde, puis je trouve qu'on devrait tous faire ça. C'est-à-dire, les gens, là, écoute, sont rendus qui achètent les billets des fois 1 an, même un peu plus à l'avance. Ils attendent ce spectacle-là. Puis toi, sous prétexte que tu aurais eu une panne d'essence ou que tu t'es chicané avec ta femme ou que tu as un petit rhume, là, ce soir-là, c'est... Le moi personnel, là, non, ça n'a pas rapport. Tu vas voir le Canadien jouer. Okay? Tu t'en sacs-tu, toi, ce que le gars a vécu de... Joue! Tu sais, donne-moi un show. T'es là pour moi, tu sais, puis je le sais à quel point c'est important, puis qu'ils payent cher aussi, les billets, puis tout, puis je me dis, non, je ne vais pas faire les affaires approximativement. T'sais. Avant, je faisais pas le 25 cents, mais j'ai toujours vu ça de même. Okay. Ça va toujours tomber ses nerfs. Les artistes, dans le temps des bars, là, qui faisaient comme « OK, il y a juste 25 personnes, là, c'est n'importe quoi. » Puis là, je faisais « Ouais, mais tu peux pas faire payer les gens qui sont venus. Ils sont venus. Puis ceux qui sont pas venus, tu ne les feras pas payer. Ils savent pas que tu n'es pas content après eux autres. Fait que fais le meilleur show de ta vie pour eux autres, parce qu'eux autres, là, malgré la tempête de neige, ils sont là. » Trouves-tu ça dur jouer devant des petites crowds dans le temps? Ça t'arrive probablement moins, mais... Non, j'ai tout aimé ça. Pas vrai? 3000 personnes, 25 personnes. C'est sûr que ça n'a pas le côté de l'amour. Mais j'ai quand même appris beaucoup, je te dirais, avec ça. Je me souviens d'un spectacle que j'avais fait... je sais pas si tu l'avais fait, le O2, au lac Saint-Jean, à la baie. J'arrive là, puis la femme, une femme qui s'occupait de ça, tu sais. J'arrive, mettons, il est 7 heures le soir. Mon show était prévu à 10 heures. Il y a des affiches là, dans le O2, là. C'est ma face, c'est marqué Guy Nantel 21 heures, je pense. Puis là, elle me dit, bon, prépare-toi, tu vas embarquer tout de suite. Là, je fais, je vais pas embarquer tout de suite. C'est annoncé à 9 heures, puis là, il est 7 heures, mettons. Non, tu vas embarquer tout de suite. Puis elle dit, à 9 h, j'ai une parade d'Abitiskidou. C'est-tu vrai, là? Ouais, je te jure. Là, je fais, parade d'Abitiskidou, là, t'as booké ça en même temps que moi, puis ça a l'air que c'est la parade qui va gagner. Ouais. Sauf que je dis, là, c'est pas cool, parce que je dis, s'il y a du monde qui arrive pour moi, là, bon. Elle dit, c'est à prendre ou à laisser. Moi, j'arrive au Lac-Saint-Jean, là, au Saguenay, fait que je dis, là, je vais pas commencer à retourner chez nous. Hein. Ça a l'air que c'est ça qui est ça. Mais là, les autos, dans le temps, c'était un peu comme une cage au sport. Là, les gens, ils ont des tables exactement comme ça. Là. Puis là, ils sont assis. Écoute, il y a 12 personnes. Mais pas 12 assis ensemble en avant. Là. Non. Tu comprends bien, c'est 2 là, puis 4 là. Tout. La moitié me font dos, forcément. C'est des tables. Fait que, ils sont pas là pour venir voir un spectacle. Ils viennent pas voir le show. Ils sont venus souper là. Moi, j'embarque là. T'sais. Écoute. Tout le monde se sacrait de moi, là, ça n'avait pas de sens. Puis tout ce que je me disais tout le long, je me disais, je vous jure qu'à la fin de ce show-là, vous allez vous lever de bout. Vous allez aimer ça, puis vous allez... Puis pas d'agressivité. Je faisais, ah ouais, tu sais, puis
Tu sais, je droppais les gants, puis je faisais « let's go », tu vas voir. Puis tu travailles ça comment dans Puis, ce temps-là? tu parles à la madame la rousse, là, qui me fait dos, là. Je vois quand même les épaules bouger. Viens pas me dire que t'aimes pas ça, là. Puis si t'aimes ça, ben, tourne-toi juste en angle, OK? De ta main droite, tu pognes ton aile de poulet, mais tu peux que... Là, ça se tourne tranquillement. Hein? Puis là, tu viens d'aller en chercher un, là, l'autre qui dit à son chum à l'autre table, tu sais, Chuck, il est en train de niaiser, hein? Puis, tu sais, tu bâtis comme ça. Puis finalement, à la fin, j'ai eu mon standing. Fait que toi, tu as une autre définition du crowd work. Oui, c'est parce que moi, je couchais là. La chambre était un étage au-dessus. C'était dans le bar, tu sais. C'était compris, là. Tu commençais les bars. Fait que là, je dormais là, mais moi, ça, c'est une petite chambre. Il y a un matelas à terre. Tu sais, c'est rien. C'est la chambre du staff, là, tu sais, quand des fois les gens sont chauds puis ils dorment sur place. Fait qu'elle dit, c'est là que tu vas dormir. Là, j'arrive là, je fais, il n'y a rien, il n'y a pas de TV. Puis là, il y a une partie de hockey. Fait que je me suis dit, je vais aller écouter un peu de télé. Mais là, le monde commence à arriver pour 9 h. Puis là, il dit, hey, non, il n'y aura pas de show, c'était tout à l'heure. Là, le monde fâchait après moi. Là, je dis déjà, je me fais chier à jouer devant 12 personnes. Puis après ça, je me fais insulter par le monde. C'est malin. Puis j'ai assisté, sais-tu à quoi après? Non. À la parade d'Abitikido. Pour vrai? Oui, monsieur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, le monde qui sont déplacés? Tu les as référés fâché, puis c'est à ça. Proprio? Je disais, arrangez-vous avec elle, gars. Puis les gens, ils sont sympathiques, ils comprennent bien que... Ben oui. En plus, c'est pas genre, non, je le refais pas 2 fois, il y a une autre affaire. Non, mais moi, j'expliquais. Je disais, écoute, moi, je suis arrivé ici à 7 h. Puis, tu sais, une mauvaise réputation. Puis la plupart du monde comprenait que c'était pas moi. Ça veut dire que toi, l'ensemble de l'œuvre Guy Nantel d'un bar, il y a très peu de mauvais souvenirs. Il y a plein d'humoristes pour qui c'est comme, oh my God, laisse-moi te raconter l'horreur. Je peux te conter plein d'anecdotes qui ont l'air des anecdotes d'horreur. Ouais. Mais... Tu les as pas vécues de même. Chaque affaire t'apprend, chaque chose. Tu sais, j'arrive d'un corpo à un moment donné, puis moi, tu me connais, là, moi, je prends pas le micro dans mes mains, puis tout ça, là. Là, la personne me présente. Donc, moi, tout ce que je dis tout le temps, c'est un spot blanc qui m'éclaire, un micro-pied qui marche, c'est parfait. Oui, c'est beau. Puis là, quand la personne fait « Ah, c'est beau, laisse-moi aller! » Là, tu fais « Ah, ça va de la merde. » Là, il me présente tout croche. On accueille Guy Nantel. Là, j'arrive. C'était au Château Vaudreuil, je me souviens. T'sais. Là, j'arrive là. Le pied de micro, il est démonté à terre. Démonté. Puis là, normalement, tu serais dit, pogne le micro. Puis moi, je pogne le micro. Je dis, écoutez, on a eu une très mauvaise présentation du spectacle. C'est pas du tout ça que j'avais dit de dire. En plus de ça, j'avais demandé un micro-pied. On va prendre un petit 5 minutes. Je vais monter le pied de micro ici, puis après ça, on va faire le spectacle. Moi, j'installe mon affaire, puis là, le monde, ça recommence à jaser. Après ça, je reprends ça. OK, je vais vous demander le silence, ça. Puis c'est là que tu vois jusqu'à quel point tu peux avoir l'influence ou pas sur une crowd, tu sais. Jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu peux être un peu agressif. Là, ça fait 3 fois que je vous demande le silence. Écoutez, parce que des fois, le monde est un peu chaud, puis ils sont assis là depuis 3-4 heures, puis qui ont eu des remises de prix à la con, puis ils sont comme non, mais l'employé le plus pépé, là, puis tu sais, puis là, toi, il faut que tu fasses ton show après ça, puis tu fais comme, écoute, là, ça va être compliqué. Je commence le spectacle. C'était un spectacle de Noël. Il y a une petite console à côté de moi. Il n'y a pas de technicien. Non. Je commence le show. Là, il y a une musique de Noël qui joue dans les speakers de l'hôtel. Wow. Pas les speakers de mais quand show, même. les speakers de l'hôtel. Là, je parle. Là, je dis, OK, d'abord, je vais monter mon son. Monte mon son. Ça monte mon son et la musique. C'est le son contrôlait tout. Fait que là, j'arrête complètement. Plus de musique. 1, 2, 1, 2. Plus de son. Le monde commence à jaser. Puis, à un moment donné, je me suis dit, gars, pendant 1 heure, il va falloir que tu fasses un spectacle avec la musique de Noël. Puis il va falloir qu'ils aiment ça. Mais Christy, c'est ça la job. C'est ça, Marc, la job. C'est à ça qu'on sert. Je comprends. Fait qu'il n'y a pas tout le temps des conditions idéales. On fait quoi? Tu t'en vas chez vous, puis tu boudes? Ben non. Tu dis, gars. Non, mais ça te fâche pas. C'est ça le bout. Ça me qui est quand même. Écoute, sur le coup, quand je rentre chez nous, puis que ma blonde me dit, puis comment ça a été? C'était de la merde, c'était ridicule, c'était organisé tout croche. Puis je dis exactement tout ce que j'ai à dire. Oui, je comprends. Je ne vais pas dire, oh mon Dieu, que c'est enrichissant ces affaires-là. Mais par contre, quand j'ai les pieds sur la scène,
je suis pas là-dedans. Dans le fond, tu refuses d'avoir une mauvaise attitude. C'est un geste délibéré, là. Ben, t'as pas le choix. C'est-à-dire que c'est un peu, tu sais, comme moi, j'ai fait des arts martiaux, mais quand tu te fais attaquer par quelqu'un de très fort, la pire erreur que tu peux faire, c'est de t'énerver. Là, les gens vont dire « Ouais, mais c'est spontané, là. » Oui, mais tout ce que je te dis, c'est spontané que tu aies la pire réaction. Parce que là, en plus de te faire attaquer, tu t'épuises, puis bon, tu sais, tu vas rapidement te faire dominer. Alors, la meilleure chance que tu as, c'est de rester calme, de prendre les choses en main, puis de te dire « OK, là, je suis dans cette situation-là. Le meilleur score que je peux avoir, c'est 4 sur 10. Mais j'aurai pas 2 sur 10. Check-moi bien aller, je vais aller chercher mon 4 sur 10. C'est intéressant. T'as pas le choix. C'est ça, je veux dire. Puis, ultimement, c'est vrai qu'avec le recul, c'est ça l'expérience. C'est quoi l'expérience? C'est la somme de tout ça. Ouais. La vraie expérience, c'est pas quand tout va bien. Non. Tu rentres à la scène, c'est très plaisant pour l'ego, mais c'est pas de l'expérience de scène. T'appliques-tu un peu la même attitude face aux critiques? Parce que, exemple, le soir que je suis allé te voir à ta première de ton dernier show, le lendemain, il y avait une critique dans Le Devoir que j'étais surpris. Ben, j'étais surpris, c'est pas vrai. Mais, alors, je vais dire comment moi je l'ai perçu, c'est-à-dire que c'était pas une critique de ton spectacle d'humour ou rien. Une critique du gars, de Guy Nantel. Ouais, mais au-delà de, c'était comme un bulletin. Voici les cases de ce qu'on n'est pas supposé avoir le droit de rire. Et il a coché ces 7-là, par exemple. C'était vraiment un bulletin de voici ce qu'il ne faut pas faire que lui a fait. Moi, je l'ai ça allait plus loin. Ça disait carrément que Guy Nantel était un raciste, un sexiste, un misogyne, qui faisait de l'agisme. En tout cas, il y en avait 7-8, là. C'était personnel. Ce que je te dis, c'était... Pour moi, c'est ça la distinction. C'est-à-dire que là, je ne suis plus dans l'ordre professionnel. Là, je suis dans le... Là, tu parles à Guy Nantel personnellement. Et moi, j'ai rencontré un autre journaliste du Devoir après qui m'a dit, quand ça s'est sorti, il dit, je suis allé dans le bureau de la direction, puis j'ai dit, je ne savais pas qu'on pouvait traiter quelqu'un de raciste et de sexiste et tout ça sans en faire la démonstration. Il dit, je ne suis pas fier de voir ça dans notre journal. OK. Moi, j'ai réagi fortement, mais je pense quand même de la bonne manière. C'est-à-dire que j'ai acheté une publicité dans Le Devoir le lendemain c'est très fort, pour mettre toutes les bonnes critiques que j'avais et la mauvaise critique du Devoir en disant si le Devoir a détesté ça puis tout le monde a aimé ça, d'après moi, c'est un maudit bon choix. Donc, c'est une façon de faire un petit entourloupette puis de rire de la critique du gars. Mais tu le prends comment à ce moment-là? Au moment où tu le lis. Moi, je suis... Merci. Je suis un bagarreur. C'est-à-dire que je lâche les gants. Qu'est-ce que je te dis? Ah oui? OK. Mais je suis tout le temps de même. C'est ce que je te disais tantôt. C'est de l'injustice. Je le fais pas juste pour les autres, là. Si toi, tu m'accuses de quelque chose que je suis pas, tu penses que tu vas t'en tirer de même? Non. Yes, t'as choisi le mauvais gars, là. Moi, il va falloir que tu justifies exactement pourquoi tu dis ça. T'as le droit de dire tout, là. Je ne vais pas te poursuivre en justice. Mais va te faire ta fête en maudit si t'es pas capable de justifier les affaires. Si tu veux juste montrer que t'es dans la gang de woke, puis que hey, moi avec, je trouve que Nantel, c'est un raciste. Puis, ah ouais, hein? Explique-toi. Comme ça, je l'ai vu. Est-ce que y a actuellement des trucs que t'aimerais faire, mais pour lesquels on t'invite pas? Ben oui. Comme? Toutes les émissions de Radio-Canada, radio, télé. On t'invite pas? Systématiquement, non? Okay. Ça fait des années, à part tout le monde en parle, que Guy a l'air de se ficher pas mal des consignes de la direction, mais Guy a un pouvoir énorme que les autres n'ont pas, mais... Et si on m'invite, pour reprendre ce que tu disais au début de cette entrevue-là, c'est pour me demander de me justifier. Ouais, c'est pour te peinturer dans le coin un peu. Oui, pour dire, voyons donc, comment ça que tu existes, toi? Mais pas juste pour avoir une conversation comme on a là. C'est accusatoire. Ben oui, c'est un tribunal. Alors, mais non, oui, toutes les émissions, mais aussi même TVA. C'est-à-dire que moi, j'étais au Monde à l'envers pendant 1 an, mais je ne suis pas invité au Tricheur ou à Ça finit bien la semaine ou à puis Télé-Québec, même affaire. Je ne fais pas de télé.
Je suis pas invité à la Le télé. téléphone ne sonne pas pour la TV, rien. Non, Zéro. non, pas du tout, parce que je sais pas, soit du point de vue des émissions très à gauche, j'ai un propos, je suis infréquentable, ou sinon, le côté plus bonbon léché, je suis pas assez boblé, je suis pas assez, tu sais, je trouve peut-être trop cérébral, je sais pas trop comment dire. Mais je pense que la télé gagnerait quand même des fois à avoir des bonnes conversations, puis en même temps, si tu Tu as fait Bazo si tu souvent. m'invites, D'ailleurs, tu étais un genre de stand-up chroniqueur, ouais. Bazo.tv. Ben C'était là, intéressant, ça. ça remonte à presque 20 ans. Non, mais je veux dire, c'était Ouais. intéressant. Tu sais, c'était Ouais. comme le concept, c'est que tu montais un number, dans le fond, par Ouais, semaine ouais. sur des non, trucs non, d'actualité. c'était très bien. Ben, j'ai fait beaucoup de télé dans ma vie, mais c'est ça le paradoxe, c'est que moins j'étais connu, plus je faisais de la télé. Ah oui, hein? Et plus je suis connu, moins je suis invité. Mais je suis littéralement pas invité nulle part. Tu sais, bonsoir, bonsoir. Ça commence par « Ouais, j'aimerais ça », puis je suis littéralement pas... Non, mais je dis pas ça avec Non, je rancœur, là, mais je veux dire, je trouve ça déplorable quand même que quelqu'un, tu sais, quand tu vends au-dessus de 100 000 billets à chacune de tes tournées depuis au-dessus de 15 ans, ça veut dire que tu intéresses quand même pas mal de monde, là. Tu sais, mes Vox Pop, par exemple, c'est au-dessus d'1 million de personnes à chaque fois là, qui vont visionner ça. Le dernier, là. c'est combien, là? Là, je suis plus, mais Mais c'est d'après vraiment, toi, à peu près? je vais dire 1 million, là, mais je n'ai pas checké ça. Mais C'est ouais. incroyable. Non, c'est des grosses affaires. Là. Si tu combines les YouTube et les Facebook Ah, et tout ça. ouais. Puis je pense pas dire des affaires trop connes ou Après ça, tu dis rien. extrémistes. Ou, non, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais à un moment donné, il y a comme une image plus forte que la réalité, puis que tu fais comme, bon, mais donc quand cette époque tournera le coin, puis qu'elle prendra une autre voie, je serai probablement la saveur du mois. Es-tu un bon animateur? Ouais, je pense que j'ai quand même bien fait. Les galas, en tout cas, juste pour rire que je faisais, j'ai l'impression de bien faire ça, ouais. Ouais. Je mettais bien les autres en valeur, j'avais du fun, je faisais des sketchs avec différentes personnes, puis ouais, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Tu sais, je pourrais entre autres faire une émission sur l'actualité à chaque semaine, tu sais, autant avec du commentaire sérieux, du stand-up comique comme je faisais avec Marie-France Bazot, il va y avoir du sport sur l'actualité, du vox pop sur ce qui vient de se passer dans la semaine. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire en télé. À la radio, tu as une chronique quotidienne avec Sophie Durocher? Ah, c'était l'an passé, ça, je le fais. Ah, c'est déjà fini? Ouais, OK. C'est ça. Bon, Non, OK. c'est moi qui ai arrêté. Là, mais Oui? ouais. Parce que... Comme ça, tu sais, pas beaucoup de budget, puis je sais pas trop est-ce qu'ils ont vraiment des codes d'écoute. Ouais, c'est pas évident. Une radio web aussi. Fait que, D'ailleurs, ils le cachent. Ils donnent pas de chiffres. Je sais pas. J'ai jamais su combien de personnes écoutaient ça. Puis comme j'aime bien faire les affaires, ben ça demandait beaucoup de travail, de préparation. Puis je me dis, ouais, j'ai l'impression de pas trop être écouté, pas trop être payé. Fait que je tenais pas tant non plus. T'sais. Question existentielle. Pourquoi tu mets ton micro puis tu bouges pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu sois traumatisé à te déplacer sur une scène? Je vais plus te poser la question inverse. C'est quoi la logique? On se parle, là? On est assis, on se regarde, puis on se parle. C'est quoi la logique de... Qu'est-ce que tu penserais si à chaque fois j'étais comme... Pourquoi ils vont de gauche à droite? C'était-tu un chien d'un enclos? Pourquoi tu te promènes? Je l'ai jamais vu de même. J'ai jamais compris pourquoi. Je trouverais ça très drôle. Mais non, mais c'est insupportable, cette gauche-droite, gauche-droite. Qu'est-ce que tu cherches? Je te répondrai que, tu sais, comme vendredi, je fais une conférence encore à Gatineau, puis s'il y a un petit stage, c'est sûr que je bouge. Ben ça, c'est parce que tu es nerveux ou parce que tu cherches j'ai l'impression que à couvrir quelque chose? Ben, c'est parce que j'interpelle. Ouais, mais là, on est une personne. Là, il y a du monde comme ça partout. Ben, un prof dans une classe, il parle à son monde. Le monde, c'est une gang qui est devant toi. Tu peux pas avoir plus d'attention et de c'est comme ça que tu vas chercher ton monde. Quand t'es droit là, devant le monde, ton âme, ton cœur, tes mains, tes yeux, c'est paf. Quand t'es un peu de côté, tu punches, t'es un peu... Non, concentre-toi. En tout cas, moi, c'est le même. Ah ouais, non, mais c'est super. J'avais jamais réfléchi à la question. Je pourrais te sais montrer même pas pourquoi moi je bouge. Je te dis juste que... Non, pour vrai.
Ben, Mais pour en faire même comme temps- les autres. Mais Tout le monde fait la même recette parce que l'avantage de bouger, c'est le côté cool. Tu sais, c'est beaucoup les c'est pas rien. C'est les Ça Américains. fait partie de ce que tu envoies comme signal. Oui, mais je trouve que c'est un signal artificiel. Parce que on fait pas ça spontanément dans la vie. Tu sais, je veux dire, c'est un peu... C'est sûr que tu arrêtes sur le coin de la rue, puis Non, il n'y a mais personne qui fait ça de même. Ça, je trouve que c'est pas inconcevable. Là. Je dis pas... Tu sais, moi, je vois beaucoup de shows Ouais. de stand-up. Je fais jamais... qu'est-ce qu'il y a à bouger? Là? Je pense pas à ça. Non. Mais si on analyse la chose, ça n'a aucune pertinence de se promener de gauche à droite comme ça. Tu punches à la coulisse, tu caches ton cœur, tu n'envoies pas tes mains à la bonne place. Je sais pas trop. Je sais pas. Ouais. Mais après, c'est comment on est à l'aise aussi. Mais je trouve que à force que tout le monde veut faire cool dans la vie, ben, tout le monde fait la même affaire. T'sais. Mais c'est un peu comme si toi, on faisait le podcast, puis tu sais, je suis les deux pieds là, puis là, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu places de même? Ben, moi, je suis cool dans la vie. T'sais. Ouais, je comprends, là, mais à un moment donné, il y a des limites à être cool. Il y a une façon convenable de faire les affaires. Voilà. C'est une super réponse, c'est intéressant. Je me suis jamais arrêté. C'est confrontant même. Je fais comme. Ça aide une fois. Moi, Ouais. j'ai fait des shows. J'ai des archives juste pour rire, là, des galas, que j'ai le micro dans les mains, me promène de gauche à OK. droite. Puis il faut dire aussi une chose à ma décharge, c'est que je bouge très mal. Tu bouges mal? Ouais, tu sais, je suis pas. T'es pas un gars fluide. Ouais. OK. Non, ça- non, mais. Ça a quelque chose de plus artificiel quand c'est moi qui le fais. là. OK. Ça fait encore plus, je veux faire comme les autres. Mais tu te l'es dit un jour? Ah, ben, je me vois à la télé, puis je fais comme, pourquoi je me promène? OK. C'est quoi, puis effectivement, pour parler à une foule, je trouve que c'est ça, il n'y a pas de game. Je suis devant vous autres. Non, mais écoute, ça se défend totalement. Ouais. Ouais. C'est quoi ton rapport avec ton équipe qui est Entourage? Hein, j'ai reçu Eric Young ici d'ailleurs. Ah ouais, hein? Oui, absolument. T'es chanceux, tu le vois plus souvent que moi. Mais c'est quoi ton rapport à ton équipe? Qu'est-ce que tu t'attends d'un producteur, d'un gérant? Comment ça fonctionne? C'est extraordinaire avec Entourage. C'est vrai? Tellement, là, la confiance que ces gens-là ont en moi, puis la confiance que j'ai en eux, ça n'a pas de prix. Puis, c'est un trio. C'est aussi avec mon gérant, Stéphane Fortin. Donc, Hey, tu travailles, ça fait longtemps, Stéphane. ça fait 20 ans, là, 23 ans. Là. Est-ce qu'il représente en d'autres 2000. humoristes ou artistes? Jonathan Roberge, mais je ne sais même pas qui représente dans le fond. Ok. Même Entourage, je ne sais même plus qui produisent ou pas. Là. Je ne suis pas beaucoup le showbiz. Là. Mais la chose qui est primordiale pour moi, c'est de ne pas me faire embêter tant que le show n'est pas prêt. Je ne veux pas que personne vienne s'asseoir dans la salle quand, tu sais, mettons au début, tu rotes dans un bar ou tu fais des affaires de même. Un jour, je leur dis, là, le show est prêt. Venez le voir. Puis ils respectent ça. Et moi, ça me fait bien plaisir parce que des fois, je le fais, le spectacle au début, là, en début de production, et je le sais que ce ne sera pas tout à fait ce que je souhaite que ça devienne, mais dans les circonstances puis à l'étape où je suis rendu dans la prod, c'est ça que j'ai à offrir. Mais moi, je sais où je m'en vais, tu sais, puis c'est dur de convaincre, ça coupe la conversation qu'on avait tantôt. Mm-hmm. Donc, eux autres, ils respectent ça. Puis moi, ben après, là, quand c'est parti, je leur fais totalement confiance. Ils m'écrivent, mettons, « Ah, là, on va faire une pub dans tel extrait. » Arrangez-vous avec ça. Ah oui? Fait que tu totalement. juges que tu es un artiste très facile à travailler. Écoute, je sais pas si tu as demandé à Eric puis s'il t'a répondu, mais Pas en tout. je suis l'artiste le plus low maintenance qu'il n'y a pas dans le showbiz. Vraiment? Je demande rien à personne. Rien à personne, je te dis. OK. Parce que tout ce qui me concerne, moi, l'écriture, j'ai pas de metteur en scène, tout ça, je ne demande rien, j'appelle jamais personne par insécurité, ça n'existe pas. Puis un coup que là, la machine est partie, je les gâche jamais avec rien. Comment ça? Il n'y a pas de show pendant 2 semaines? La publicité, elle passe pas assez... Zéro. Zéro. Je leur fais... Ça t'intéresse même pas, si tu Non, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je leur fais confiance. OK. Quand je prends l'avion, je vais pas gosser le pilote, là. Je vais pas lui dire, « Hey, il me semble,
fait un bout qu'on est à 30 000 pieds, tu peux pas aller à 20 000. Oui, mais je là. trouve ça intéressant comme comparaison. Parce que moi, pour avoir vécu les deux côtés de la médaille, il y a bien des humoristes qui pensent qu'ils connaissent le métier de producteur puis de gérant. Ben, c'est pour ça que je Puis te qui dis. ding, ding, ding. Là, tu Ben, sais, c'est pour mais- ça que je te dis ça. Ouais. C'est que moi, je le sais que c'est un métier en soi. Puis c'est toute une équipe. Là. Il y a du monde en tabarouette là-dedans. Il y a plein de monde que je connais même pas. Puis c'est impeccable à chaque fois. Je veux dire, tout ce que je leur demande, je leur dis, bon, ben écoute, il va y avoir un show, il devrait être prêt pour l'automne, telle affaire. Puis la mise en place, il m'envoie des dates de tournée, puis tout le kit. Jonathan qui me suit en tournée est aussi professionnel que ça. J'arrive, tout est tout le temps en place, tout fonctionne bien. On est bien reçus, les diffuseurs, tu sais, c'est rendu tellement top professionnel au Québec. Là, C'est vrai? Les salles de spectacle, Ouais. là, les grandes salles, il y a eu beaucoup d'argent investi par le gouvernement, ça a été rénové, on est reçus, puis tu sais, des belles loges, puis bien équipés, puis... tu sais, Juges-tu que c'est un privilège faire des shows comme Ah, tu fais? mon Dieu! Écoute, c'est le rêve de ma vie. Tu sais, c'est l'aspect le plus existentiel de ce que je suis. Je suis un humoriste, moi, tu sais. C'est ça que je suis. Je peux faire plein d'autres affaires, mais je suis un humoriste. Puis un humoriste, pour moi, c'est quelqu'un qui fait de la scène. Un humoriste, ça fait pas de la télé, de la radio. Ça peut faire tout ça. Oui, oui. Mais du cinéma, puis tout. T'es humoriste. Faut que tu sois les deux pieds sur la scène avec un public live. Que là où tout peut arriver. Puis qu'il n'y a jamais d'animateur de foule. Puis on coupe, on va recommencer. Non, c'est ça qui est ça. C'est ça le vrai métier d'humoriste. Mais moi, je suis comme bien strict là-dessus parce que on dévie de plus en plus. Tu fais un podcast où Ouais, on ouais. jase comme on est là, t'es rendu humoriste. Ouais, tu sais, ouais, ouais, je puis comprends. là, tu fais non, mais là, Non. tu peux faire des affaires rigolotes, là, mais humoriste, c'est à chaque 30 secondes, il faut que tu livres. Tu sais, c'est pendant 1h30, 2 heures. Puis donc, poursuis sur l'idée du privilège, je trouve ça intéressant. Ben, écoute, il n'y a pas ben des jobs dans la vie où des gens payent pour faire la fête et que c'est toujours autour de toi, dans le fond. Tu es la personne la plus importante dans cette soirée-là. Il y a 1000 personnes, mais tous les regards sont tournés vers toi, puis on fait « Parle-moi, dis-moi ce que tu as à dire. Dis-moi c'est quoi ta pensée sur le monde. Amuse-moi, sors-moi de mes tracas quotidiens. » C'est une bénédiction d'avoir ce privilège puis cette capacité de le faire. Ouais. Est-ce que les gens, en général, s'en rendent compte de ça? Dans le sens que, moi, je pense que c'est une époque où le stress est plus haut, puis il l'est à chaque année un peu plus. Preuve en est qu'à chaque 6 mois, Journal de Montréal, tu as la une qui dit recrudescence de Ritalin puis d'antidépresseurs. Chaque 6 mois. C'est un classique depuis je ne sais pas combien d'années. Puis j'ai l'impression que la noblesse d'être humoriste est encore plus là qu'avant. Mais de un, es-tu d'accord? Puis deuxièmement, c'est-tu reconnu selon toi, cette idée-là que tu fais partie... Je regardais des extraits de Price is Right sur YouTube, mon gars, puis je me disais, c'est incroyable comment c'était rassembleur, là, mais les gens, là, genre, ils gagnent, ils perdent, l'autre a gagné, je trippe, tout le monde trippe, c'est fantastique. Tu sais, c'était comme un moment de frénésie, mon vieux. Mais un humoriste amène ça aussi. Tu sais, un chanteur, des fois, c'est genre, oh mon Dieu, je suis triste à la face. Il y a plusieurs registres. Mais un humoriste, c'est comme, tu sais... Un humoriste, là, ça crée l'énergie un peu qu'un chien peut créer. Tu sais, quand un chien rentre dans une place, comment c'est de la joie, c'est léger, c'est de l'enthousiasme. Il y a rarement, il y en a, mais il y a rarement des gens qui font « Ah, j'ai les chiens, puis ah, j'ai les humoristes. » Puis non, en général, c'est très, tu sais, c'est rassembleur, c'est positif, ça fait du bien, c'est tout, c'est que des choses. Malheureusement, il y a c'est plus difficile qu'avant à cause des réseaux sociaux. Ça demande une petite couche de courage de plus si tu veux aller dans des zones un peu moins explorées. Mais au-delà de ça, là, au-delà de cette mauvaise image-là que ça peut donner des humoristes des fois qui font des blagues sur des choses, ces gens-là, ils sont pas en salle, ils viennent pas voir le show. Mais le moment où tu es là avec le public, ça, c'est extraordinaire. Puis dans la loge avant, il y a tout un rituel.
écoute la partie de hockey, on prend un verre de vin, on s'échange des choses sur notre vie. C'est très simple, c'est très... mais moi, le chemin pour me rendre, c'est toute ma vie, là, c'est ça. Mon rêve d'enfance, là, c'était pas juste les 2 pieds sur la scène. Ça va de quand j'embarque dans l'auto, que je salue ma femme, que je m'en vais là, à l'hôtel après, rencontrer le public. Moi, je rencontre le public à chaque spectacle à la fin, là, puis... Dans le hall du théâtre? C'est ça. Puis tout ça, c'est toute la même affaire. Les gens pensent que je leur donne beaucoup, mais je reçois autant, sinon plus qu'eux autres, par rapport à ça. Là. C'est quoi la curve politique? Est arrivée comment? Parce que tu parles beaucoup là, dans ton show de l'intérieur que tu as vécu, puis un parti, puis telle affaire. D'ailleurs, on apprend plein d'affaires. C'est vraiment... Tu sais, quand tu dis qu'il y a 57 niveaux, le cercle, c'est pas juste 1 ou 2. Là, il y a vraiment du monde. C'est que ça, c'est intéressant. Mais quand même, j'ai aucune idée quand est-ce que Guy Nantel s'est dit « Hey, moi, politique. » Ton intérêt, clairement, mais de dire « Je me prête. » Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je me suis fait... quand le PQ allait pas bien, puis qu'il n'y avait pas de chef, puis qu'il était à 0 dans les sondages, ou presque, c'est sûr que c'était pas très glorieux. Moi, évidemment, c'est un parti où j'ai mes affinités politiques. Il y a de plus en plus de monde qui me sollicitait, puis qui me disait « pourquoi tu irais pas? Pourquoi tu irais pas? » Puis au début, je trouvais ça un peu absurde. Je me disais... C'est comme si le goaler du Canadien est blessé, puis le monde dit hey, « Pourquoi tu y vas pas? » Tu fais « De quoi tu parles? Je suis pas un joueur de hockey. » Puis à un moment donné, tu te mets à réfléchir, puis tu te dis « Ben écoute, j'avais déjà écrit un livre en 2017. C'était quoi donc? Je me souviens de rien, qui est un livre justement sur le nationalisme. Donc, il y avait une cohérence là. Je me suis dit, c'est vrai que je connais très bien la politique québécoise. Je pense avoir une pensée articulée sur la question de la souveraineté. Je suis connu. Puis bon... Et finalement, c'est ma femme et ma fille qui m'ont vraiment convaincu en disant, si tu n'y vas pas toute ta vie, tu vas te demander qu'est-ce qui serait arrivé avec cette histoire-là si j'étais allé. Alors que là, je le sais. Mais ça a été comme... Tout le reste, ça a été une aventure extraordinaire. Ah oui? Ouais. En temps réel ou avec du recul? Avec du recul, très certainement avec du recul. En temps réel, des fois, j'ai vu les mauvais côtés de la politique que j'aimais pas. Mais, tu sais, moi, là, c'est parce que j'ai comme toujours une vision... c'est un peu weird, qu'est-ce que je vais dire, mais c'est comme si... Je vois notre vie, la vie qu'on vit, ou en tout cas que je vis, avec une perspective. C'est comme si je sors de moi-même, puis je regarde tout ça, puis c'est comme un jeu, tu sais. Puis pour moi, vivre, c'est, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'objectifs de vivre. C'est expérimenter, c'est vraiment ça, évoluer, puis aimer. Un t'amène à l'autre pour moi. Mais quel cadeau que de pouvoir, dans ta vie, mener une campagne à la chefferie très organisée, nationale, pour devenir peut-être le chef d'un des partis les plus importants de notre histoire politique. Pense-y 2 secondes. Mais non, mais je te pose la question parce que c'est hallucinant. C'est complètement hallucinant. C'est une expérience. C'est une expérience de vie. Donc, quand tu regardes ça avec une perspective, forcément, au jour le jour, tu n'as pas toujours... Tu sais, des fois, c'est un peu compliqué, puis bon, ça ne te tente pas de faire tout, mais... Quelle chance, tu sais, c'est comme si tu me disais, tu peux être un astronaute, le lendemain, tu peux gauler pour le Canadien, si tu attends de faire une campagne à chefferie, puis tu vas être humoriste, puis tu vas faire la course autour du monde, ça avec, tu sais, changer de pays à chaque semaine, là, aller où tu veux, quand tu veux, carte blanche, tu sais, c'est une vie fascinante, là, tu sais. Fait que... À qui tu dois ça, tu penses, tout ça? À moi. That's it? Non, mais peut-être c'est une réponse comme une autre. On est moi, je pense, avec une mission, avec une raison d'être. Je crois ça profondément. Puis, notre devoir à nous, c'est de le développer du mieux qu'on peut. C'est de croire sincèrement qu'on a une pertinence. Puis, tout le monde devrait vraiment penser ça, tu sais. On a tous une pertinence. On a tous quelque chose à apporter à la communauté. Puis, plus tu le fais,
plus tu découvres des forces puis tu as confiance en toi. Donc, plus, tu sais, c'est comme des branches d'arbres là, qui vont se multiplier puis que tu fais « Ah oui, puis je pourrais aussi... » C'est comme la connaissance, tu sais. La connaissance, c'est ça. C'est que tu t'intéresses à un sujet, tu cherches sur Wikipédia, tu fais « Ah, c'est intéressant. Ah, puis ça me donne le goût de chercher ça. » Puis là, tu pars là-dedans, puis tu pars là-dedans. Puis, donc, la chance, c'est à la fois d'avoir le courage de le faire, là, mais c'est aussi d'avoir la capacité mentale, là, l'organisation dans ta tête de pouvoir faire des affaires, le talent, je sais pas trop, mais c'est l'aide énormément. Là. Moi, en politique, j'avais toute une équipe là, qui m'aidait. En humour, c'est pareil. On vient de parler d'entourage. On dirait que j'ai eu une bonne étoile, que les choses, même si elles ont été laborieuses, pas toujours simples, elles ont toujours été dans la bonne direction. Tu sais, j'ai pas eu... je pensais à ça ce matin, tu sais, je méditais, puis je me disais, merci pour ne jamais avoir eu de grands obstacles dans ma vie, tu sais. Jamais... T'as pas eu d'épreuve. De perte dramatique, de quelque chose qui casse un humain. Là, on parle beaucoup de sans-abri présentement. Là, j'ai jamais passé une nuit à l'hôpital, j'ai jamais été opéré. J'ai un bon corps, j'ai une bonne tête, je travaille, par exemple. Je veux dire, je me laisse pas aller, là, je me donne. Mais je trouve ça le fun parce qu'il n'y a comme pas de limite à ça. Plus t'en fais, puis tu sais, j'ai pas beaucoup de scolarité, là, moi. C'est pas comme si j'avais plein de diplômes, mais... C'est quoi? T'as arrêté à quelle année? Cégep, puis après, j'ai fait une session à l'université en enseignement au primaire. Puis là, l'école de l'humour m'a appelé. Fait que je suis parti là, puis après ça a éclaté. Quelle chance de goûter à toutes ces aventures-là. C'est comme des voyages, dans le fond. Ouais. C'est des nouveaux pays. Fait que ça, la politique, c'est un nouveau pays que je prévoyais pas en tout. Là, c'est comme si tu me dis que je vais aller au Kazakhstan. Je fais comme, ben oui, on part pour le Kazakhstan. Ouais. On verra ce qui arrive. Mais moi, je suis pas peureux dans la vie. Fait que ça, c'est une chance que j'ai, c'est que je suis ouvert, je pars, puis on verra ce qui arrive. Mais t'as-tu été élevé dans ta jeunesse à être très, très, très solide personnellement? Non, je pense que c'est instinctif, là, c'est intuitif. Non, au contraire. Chez nous, mon père était très... Gestion du risque. Oui. Même quand je commençais les spectacles d'humour, là, tu n'iras pas à soir, là, il annonce la neige, là, puis il m'appelait, puis non, moi, je fais... Il annonce la neige. On verra ce qui arrive. Il n'y a pas de tailleur d'hiver. Pas grave. On verra ce qui arrive si on n'a pas de tailleur d'hiver puis qu'on est dans une tempête de neige. Puis en général, des fois, il arrive des choses qui sont malheureuses, mais c'est comme casser de la vaisselle. À un moment donné, si tu fais souvent la vaisselle, tu vas casser des assiettes. Puis quelqu'un qui en fait jamais de la vaisselle, lui, il va dire hey, moi, je suis plus habile que toi, je casse jamais d'assiette. Non, j'en casse des assiettes, mais sauf que j'en lave la vaisselle. Fait que ta situation-là et demain, ça va ressembler à quoi? Parce que tu sonnes comme un gars qui vit déjà un forfait quasiment de rêve. Tu déplores un peu une certaine clientèle médiatique qui a dit Guy Nantel, on n'en veut pas, mais c'est très minime sur l'impact dans ta carrière, voire rien. Hein, avouons-le. Ben rien, non, c'est pas vrai. Je pourrais vendre 200 000 billets au lieu d'en vendre 100 000 si on me voyait mur à mur comme certains. Tu sais, t'es un gérant. Tu sais qu'il y a des gens dans la vie qui réussissent pas beaucoup parce qu'ils sont mis de côté, puis qu'à l'envers, il y a des gens qui sont tout le temps dans l'ascenseur, puis que tu dis, pourquoi il est là, lui? Je suis pas d'accord. Ben, il y a des gens. Il y a personne qui vend 100 000 billets juste parce qu'il a passé à la TV, puis qui n'est pas fondamentalement bon. Peut-être pas vendre 100 000 billets, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a du monde qui gagne leur vie en étant toujours présent dans les médias. Mais c'est pas des vendeurs de billets. Tu m'as dit un humoriste, ça vend des billets. Tu as raison, là-dessus, je te donne raison. Tout à fait. Donc, ça n'a pas tant d'incidence. Non, mais je fais le recensement. Non, mais je pourrais vendre plus de billets. Peut-être. Et intéresser plus de monde. Parfait. De la même manière que je ne sais pas combien de personnes écoutent ce podcast-là aujourd'hui, mais mettons, je dis n'importe quoi, que c'est 30 000. Ben, si c'était 3 millions, ça changerait quelque chose. Absolument. Bon. Maintenant, pourquoi je fais ça, c'est que je recense les choses qui sont comme pas idéales dans ton portrait, qui est quand même, franchement, quand on écoute comme on le fait aujourd'hui, tu vis une situation qui est border idyllique, ce qui est fantastique. Ça fait que, est-ce que ton focus, c'est « Mon Dieu, je dois conserver cette réalité-là qui est excellente » ou tu as aussi un autre pays, pour prendre l'image que tu donnais? Je suis ouvert à tout.
c'est un voyage constant. Alors, l'idée, c'est d'évoluer. Puis évoluer, ben, c'est d'accepter. Fait que t'as peut-être une autre surprise qui s'en vient. Là. Non, mais c'est clair qu'il y en aura Puis des que tu pourrais choses. être totalement ouvert. Ah ouais? Y a-tu des affaires que tu te dis, ça c'est non d'avance? Exemple, on t'approche pour un sitcom où on te demande, t'as-tu des... Parce que je recevais les Denis, c'était genre mon 5 ou 6e épisode, puis j'ai tellement ri. Ils disaient, nous autres, là, les pitchs à TV, c'est terminé. Puis là, ils racontaient des pitchs auprès de producteurs que là, le grand boss rentre à la dernière minute, c'est comme un théâtre d'été ciel Montmarie, en disant, ouais, les gars, vous autres, là, ce qui manquerait, ce serait des extra... Ils disent, on veut plus vivre ça. Y a-tu des trucs, toi, genre, médias, showbiz, l'organisation? Ben, c'est pas de même que je le calcule, mais c'est-à-dire que en vieillissant, puis en ayant plus d'argent, là, en étant plus confortable financièrement, ça te permet, pour moi, pas tant de choisir les projets, mais de choisir le climat dans lequel je travaille. C'est-à-dire que des gens qui sont juste dans une mauvaise énergie, ou qui veulent juste faire du cash, ou tu es invité, c'est déjà arrivé là, que je sois invité dans des émissions de télé, on en parlait tantôt, où je sens qu'il va falloir que j'aille rendre des comptes. Puis là, je fais, mais non, pourquoi j'irais là? Fait que ça, c'est fini. Ben, c'est fini. À moins que ce soit la super heure d'écoute. Je sais pas, j'analyse pas les affaires de même, mais ça se présente. Mais tout ce que je dis, c'est que quand des gens sont méchants ou désagréables ou qui cherchent juste à saboter des affaires, ou ça me tente pas. Je débat encore beaucoup sur des idées, sur des grandes questions sociales ou politiques, mais de convaincre un individu qui m'haït que je suis une bonne personne, là, ça me tente plus de rentrer dans ces affaires-là. Fait que c'est pas le projet, mais des fois, je regarde qui travaille là-dessus, puis je fais, ouais, ça, pense pas... Fait que t'as le oui facile pour des projets, mais t'as le non facile pour des attitudes. C'est ça, un peu? Oui, on peut dire ça. C'est que moi, pour moi, c'est facile, la vie, tu sais. Fait que quand j'ai des gens qui me mettent juste des entraves puis qui me font des jambettes, je fais, mais pourquoi je côtoierais ces gens-là? Moi, je réussis à bien marcher, les choses vont bien, je suis quelqu'un qui aime les gens, mais pourquoi s'entourer de... Ça te gêne pas quand tu dis ça, là? Comme ça, moi, la vie, c'est facile. Ben, c'est facile, c'est-à-dire je m'arrange aussi, là, tu sais, je veux dire, je prends les moyens pour... j'ai pas gagné 50 millions à loterie, là, c'est pas facile dans ce sens-là, c'est facile dans le sens où je pense avoir une vision philosophique de l'existence que la plupart des gens n'ont pas, ou en tout cas qui ne se posent pas ces questions-là, en Occident surtout, là, sur le sens de la vie, de l'existence. Et pour moi, avoir des obstacles, c'est pas grave. Non seulement c'est pas grave, c'est nécessaire. C'est ça qui nous développe. On est sur la Terre que pour ça, que pour avancer, évoluer. Pour évoluer, il faut résoudre des problèmes. Pour résoudre des problèmes, il faut avoir des problèmes, il faut avoir des obstacles, il faut avoir des gens qui ne nous aiment pas. Il faut exister à travers ça. Donc, cette vision-là me permet d'avancer, puis de ne pas avoir peur, puis de faire plein de choses. Mais c'est pas parce que la vie m'a gâté. Je veux dire, j'ai fait mon chemin quand même. Là, je veux dire, comme je t'ai dit, je suis né dans HLM, puis on a passé toute notre vie là. J'ai lavé de la vaisselle pendant des années dans un hôpital pendant que je faisais les spectacles dans les bars. Je finissais de travailler à 7 heures le soir, puis des fois, je jouais à Québec, là, puis je lavais la vaisselle toute la journée dans un hôpital pour des dizaines de patients, puis après ça, tu pognes ton char, tu t'en vas à Québec, tu arrives là, c'est toi qui es headline, mais le spectacle est commencé avant que tu arrives, là, tu sais, les premières, tu comprends? Puis tu finis, là, puis tu reviens à Montréal, parce que demain, il faut que tu ailles laver de la vaisselle d'un hôpital, puis j'ai fait tout ça, moi, j'ai été peindre, j'ai coupé des gazons, oui, j'ai fait au moins une dizaine de job-ins de même, puis j'ai pas honte de ça. C'est ça que les gens vivent dans notre vie, autour de nous. Ouais. C'est le lot de la plupart des gens. Mais j'ai eu une chance de pouvoir transgresser ça, des obstacles, puis de pouvoir passer à d'autres choses. T'sais. Tu dis que évoluer pour toi, c'est avant être heureux? Non, c'est accepter le fait que la vie va pas toujours bien aller, c'est ça qui t'amène vers le bonheur. C'est important, ça. OK. C'est une séquence. Ben... C'est-à-dire, pour être heureux, il faut que tu le sens de l'existence. résilient. Mais tu sais, résilient, c'est comme un terme en psychologie maintenant qui laisse un peu croire que
sais, la résilience, c'est le caoutchouc, dans le fond, c'est la balle qui touche au plancher, et la résilience, c'est le fait qu'elle rebondit. Mais c'est comme si dans les obstacles, il faut fesser dedans, puis non, il faut les accueillir, les obstacles. C'est bon de les avoir, c'est nécessaire. Donc, moi, je ne vois pas les gens comme des ennemis, puis je ne vois pas les obstacles comme des choses à fuir. Tout ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, tu atteins une espèce de paix d'esprit où tu ne fais pas exprès de te faire chier non plus, parce que tu sais qu'il y a des gens qui... Tu sais, je veux dire, moi, je ne suis pas non plus le gars qui va tendre l'autre joue. Là. Tu sais, si tu veux te pogner, aucun problème avec ça. Mais après... en situation neutre où il n'y a pas d'obstacle, puis il n'y a pas de haine, puis il n'y a pas de problème. Moi, je suis un gars facile, je pense, dans la vie, tu sais. Contrairement à ce que peut-être bien du monde peut penser, je suis extrêmement léger, facile, je passe pas mon temps... T'as-tu le bonheur facile ou t'as le bonheur difficile? Je pense que le bonheur, contrairement au plaisir, le bonheur demande un effort. Donc, c'est jamais facile, le bonheur. Le plaisir, c'est facile. Mais le plaisir, souvent, ce qui amène le plaisir va éloigner du bonheur, puis le contraire aussi. Tu sais. Par exemple, tu prends de la drogue, ça fait plaisir, mais ça t'éloigne du bonheur. Mais tu fais du jogging, ça fait pas plaisir, mais ça t'amène vers un état de bonheur. Tu sais, là, je caricature un peu en disant ça, mais c'est ça. Donc, le bonheur facile, il y a comme un mythe autour de ça que peut-être que c'est moi qui ne le comprends pas, mais non, le bonheur, c'est constamment, c'est un reset, là, c'est un piton où constamment tu te rappelles pourquoi tu es là, à quoi sert l'existence, qu'est-ce que tu peux faire pour les autres. Ça a l'air religieux ou spirituel, mais pour moi, c'est ce qui donne un sens à l'existence, puis c'est ce qui fait que les obstacles, c'est beaucoup plus léger après. T'sais. Puis est-ce que tu attribues à cette attitude-là, puis au discours que tu as, une partie du fait que tu es, ou une grande partie même, que tu trouves que tu peux crier ouvertement à quiconque veut t'entendre que tes affaires vont bien? Totalement. Okay. Moi, je peux mourir demain. Ça me fait pas peur, ça non plus. T'sais. Toi, tu as exécuté l'ensemble du plan, entre guillemets. Là. Je sais pas, peut-être pas. Peut-être que je vais mourir à 100 ans mais aussi. Ça t'est égal. Ce que je veux dire, c'est que je suis dans le présent avec ce qui se présente à moi. Fait que si ce qui se présente à moi, c'est un gars qui rentre ici avec une mitraillette, ben on verra qu'est-ce qu'on fait à partir de cette situation-là. Mais c'est pas moi qui va courir après ces problèmes-là. Mais si ça arrive, je pense que quand même, je fais partie des gens qui vont assez bien dealer avec ce genre d'affaires-là, plus que bien d'autres qui... D'ailleurs, pourquoi les arts martiaux, Guy? C'est comme depuis que je te connais que ça va tout dans le même sens, c'est-à-dire que des arts martiaux, c'est à la fois de te tenir en forme physiquement, mais aussi psychologiquement. Ça t'amène une discipline. Ça, c'est le karaté? Ouais, mais là, j'en fais plus. Non. Ça fait un bon... Dans le temps de la pandémie, là, que j'ai lâché. Mais j'ai fait ça 13-14 ans. Là. Quand même. Fait que t'es ceinture noire? Ouais, 2e dan en karaté. Puis tu t'étais assidu, là? Oui, absolument. Très assidu. J'ai beaucoup aimé faire ça. Et pourquoi? Pourquoi j'ai aimé ça? Ouais. Dans le sens de ton départ puis ton choix de cette activité-là, habituellement, c'est sortir un tir à l'arc, là. C'est le fun de se battre. C'est le fun de se battre? Ouais. C'est vraiment le fun de se battre. OK. Pour vrai, quand tu te bats avec des gens, justement, qui ont pas dans la rue avec pas un te défoncer à la face. Ouais. Mais le combat physique, c'est à la fois le sport le plus exigeant qu'il n'y a pas. Ça, le UFC le démontre. C'est tellement dur, là. Quelqu'un qui ne s'est jamais battu, il se doute pas que... C'est chaque seconde. Un combat, 15 secondes plus tard, t'es exténué, là. T'es complètement... Si t'es pas entraîné, là, tu sais. Fait que c'est le fun de progresser dans ça, d'avoir un meilleur souffle, puis une meilleure musculation, puis bon, tu sais, des bonnes techniques. Mais aussi, psychologiquement, d'être confronté à la domination de quelqu'un, à devoir... Tu sais, moi, j'ai pas de patron dans la vie. Je n'ai jamais eu, en tout cas, ça depuis très longtemps. Donc là, tu as un prof qui te dit, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et donc, tu t'en remets c'est pas à discutable, ça aussi, là. c'est ça. Ouais. Plein d'avantages. Bon, évidemment, la confiance en soi, toutes ces affaires-là, mais c'est dur de le mettre en mots, mais je te dirais que c'est quelque chose que je conseille à plein de monde dans la vie pour mettre peut-être de l'ordre dans sa tête aussi, tu sais, de s'entraîner à la fois physiquement et psychologiquement. Ouais.
C'est quoi ta lecture de l'industrie de l'humour? Pars où tu veux. Aujourd'hui. Mais tu sais, parle-moi de l'aspect que tu veux. Je fréquente vraiment rien de l'industrie de l'humour, fait que c'est dur pour moi de parler. Je connais plus beaucoup les plus jeunes qui sont arrivés. J'ai l'impression que l'industrie maintenant, il y a un certain contrôle d'une plus jeune génération, là, que vraiment, on l'a vu au gala, ça a fait un petit scandale. Là, les vieux se sentaient un peu mis de côté. Là. Contrairement à ce que bien des gens pensent, moi, c'est Danny qui a dit ça. Il y a bien du monde qui pensait que moi, j'avais dit ça, mais c'est pas ça. Je pense que je préférais que tu précises une question parce que j'ai comme à peu près rien à dire. J'ai pas l'impression de c'est une réponse. J'ai pas l'impression de faire... Tu ne suis pas ça, finalement. Je suis pas tant, ton industrie non. t'indiffère en titre d'intérêt en général. Ton métier te fascine, mais pas le milieu dans lequel mon tu métier, te promènes. ouais, c'est ça, mon métier. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment pour moi de milieu de l'humour. Parce que les humoristes, ça part au gala de la disque ou dans un gala quelconque juste pour rire, ils se fréquentent pas. On est des individus à part qui avons en commun de faire rire le monde, mais encore là, moi je te parlais un peu de ma démarche, j'ai pas l'impression de faire tout à fait le même métier non plus. Là. J'ai l'impression d'être plus quelqu'un qui fait de la philosophie comique, si on veut, là, puis ouais, c'est ça. Je sais pas quoi te dire de l'industrie de l'humour. Parce qu'il y en a, comme je te dis, quand je demandais à certains, eux autres, ils étaient contents de voir que l'Internet, tout à fait, parce que un truc qu'il faut absolument que je dise, c'est que tu es la seule personne que je connais qui n'a pas de cellulaire. Et tu n'en auras jamais. J'ai bien compris que c'était une promesse que tu as faite à l'univers. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais fait de promesse. Mais comment t'expliques ça? Comment t'expliques que même fermé à double tour comme un kirpan, t'as pas le goût des fois de faire « Oh my God, là, il faut que j'appelle lui parce que t'as l'affaire. » Ne serait-ce que pour des situations où c'est sûr que ça doit t'arriver, genre, je sais pas, moi, t'arrives à l'aéroport, puis là, l'avion est en retard. Là, toi, c'est genre 3 heures, ils vont t'attendre, puis t'es pas au courant, puis ça te dérange pas. Sérieux, Marc, ça m'arrive jamais. T'as aucun moment où tu dis qu'il aurait fallu que j'aille un Jamais. chemin. J'ai pas de souvenir, en tout cas. Mettons, tantôt, t'aurais cherché ton chemin ou peu importe. J'aurais pas cherché mon chemin. Je suis parti chez nous à midi, je reste à 3 km d'ici. Ça peut arriver dans d'autres circonstances. Ben non, mais je te le dis, je te le dirais. Gars, les gens qui me connaissent, ils vont l'écouter, là, le podcast. Si quelqu'un a quelque chose à dire que j'ai déjà... parce que j'avais pas de cellulaire, dites-le, mais non, j'ai pas aucun souvenir de ça. J'ai jamais ressenti le besoin d'avoir ça, mais je suis pas contre les cellulaires. Ben non, j'ai bien compris. C'est juste que tu es quand même archi-marginal sur celle-là. Ouais, mais pour moi, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de voiture. J'ai pas de voiture. Bon, ben, tu sais, je veux dire... mais j'ai des alternatives. Je pourrais te servir puissantes. la même affaire de dire, mais oui, mais voyons donc, toi... écoute, là, viens pas me dire que ça arrive pas des fois que tu dis, merde, là, si j'avais un char, je serais arrivé plus vite. Oui, tu serais arrivé plus vite, mais puisque tu n'as pas de voiture, tu réfléchis pas à cette question-là quand les choses arrivent. C'est quoi, tu peut-être arrivé une fois ou deux là, dans ma vie, là, vraiment pas plus que ça, de demander... On est tellement convaincus que c'est nécessaire. C'est pour ça que c'est surprenant. Mais, non, mais c'est pas nécessaire. Tu peux en avoir. Pour ça, je te dis, on est nécessaire. convaincus. Ce qui est nécessaire, c'est de l'air, c'est de la nourriture, des choses comme ça. Ton cellulaire, c'est pas nécessaire. Tu penses que c'est une partie de toi, mais c'est pas une partie de toi. Ouais. Après, je te jure, j'ai aucun problème avec ça. Même si je vois bien du monde qui ont l'air complètement gelé avec ça, puis qui marche à la rue, puis qui marche tout croche, puis que moi, je jogue en arrière. Ah, puis là, de ce temps-là, il parle au téléphone, au parleur dans un resto, mon gars. C'est ça. Tu sais, toutes sortes de trucs de même, là, avec la main libre, qu'il y a des écouteurs, puis que tu t'en vas, t'es à l'épicerie, puis le gars, il marche vers toi, puis il fait « Ouais, c'est ça! » Puis là, il me porte ça à moi, lui, là parce que c'est invisible, là, en plus, ces bébelles-là. Ou que je jogue en arrière, puis là, la personne, elle zigzague, là, puis, ou que tu conduis, puis que là, tu dis, je passe ça à gauche, je passe ça à droite, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a tout l'aspect négatif, mais au-delà de tout ça, je suis convaincu qu'il y a plein d'aspects positifs à avoir ça. Puis, tu sais, moi, ma femme, elle en a un. Fait quand on est en voyage, mais tu sais, moi, j'ai un GPS déjà, mais des fois, ça va arriver qu'elle, c'est en temps réel. Fait qu'elle va regarder s'il y a du trafic, mettons, tu sais. Fait qu'on prend ce chemin-là ou on prend ce chemin-là. Oui, quand même, vous auriez chacun votre cellulaire. Non, puis pas que. C'est-à-dire, moi, ça me dérange pas d'être pris dans le trafic. Je souhaite pas ça, mais ce que je veux dire, c'est pas la fin du monde. Non, là, je comprends. Parce que je pars à l'avance aussi, tu sais. J'arrive pas...
comme bien du monde qui ont des cellulaires. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien du monde qui ont des cellulaires puis qui s'arrangent pour être un petit peu en retard parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir t'appeler. Tu dis, ah, là, je suis le bon d'arriver. Puis ben, moi, j'arrive à l'heure. Tu sais? Puis, puis eux autres, ils ont 8 comptes Facebook, Twitter, puis ils ont des courriels, puis ils ont le cellulaire, tout ça, mais je peux jamais les rejoindre. Ben moi, là, je retourne tout le temps mes messages en dedans de 2 heures. À part là, parce que ça fait 2 heures que je parlais avec toi. Non, mais les quelques fois où je t'ai emailé, c'est revenu vite. Tout de suite. Oui, C'est ce que je te dis. Fait que quand même que les gens disent que c'est nécessaire, moi, je suis organisé. Je n'ai pas besoin. Quand je sors de chez nous, je ne souhaite pas parler au téléphone. Si je sors avec ma femme, je souhaite parler à ma femme. Moi, je suis bizarrement fait de même. As-tu un autre aspect que tu aimerais qu'on parle? Parce que là, je trouve qu'on a couvert tout ce qui m'intéressait. Puis crois-moi, je suis très content. Mais y a-tu quelque chose que, parce qu'on a du temps, y a-tu un truc que tu te dis, ah, ça, c'est de quoi que j'aborde pas assez, qui m'intéresse? Ou Non, il n'y a rien qui me vient. Mais je suis bien ouvert. Je ne sais pas trop. On a parlé quand même beaucoup de choses. On a fait le tour de la façon que tu travailles, de ton rapport à ton équipe. On a parlé de la politique. Quand est-ce que ça a commencé, etc. Ouais. Moi, j'ai l'impression, mais c'est parce que je trouve ça intéressant parce que tu amènes un point de vue, souvent, ta façon de fonctionner est extrêmement marginale. C'est-à-dire que tu as un profil au niveau de la façon que tu te gères. Là, je vais te parler comme un gérant. Mm-hmm. La façon que tu te gères, c'est habituellement l'apanage de gens très rigides. Et tu ne l'es pas. C'est-à-dire que tu es organisé, mais on sent aucune rigidité. Tu es très flexible par rapport aux aléas de la vie. Tu as une façon de fonctionner qui a pas. C'est pas genre. Même quand tu parles de ton cellulaire, c'est pas un grand principe que tu t'es dit, moi, j'embarquerai pas dans le capitalisme et la télécommunication. Non, je vais peut-être en avoir un si ça devient nécessaire. Oui, voilà, exact. Mettons pour stationner ou je sais pas quoi. Là, des fonctions qu'on va. Mais je me trompe-tu quand je dis que tu es organisé sans être rigide? Ben non, au contraire, je pense que tu as tout à fait raison. Je suis très organisé, puis je pense vraiment pas être quelqu'un de rigide dans la vie. Mais sauf que je pense que, étant plus organisé que la majorité des gens, ça aide beaucoup. L'organisation, pour moi, c'est la discipline, c'est la mère du succès. La discipline puis la détermination. Là, c'est pas le talent. Non, le talent, c'est 10%. Le talent, il faut l'avoir, mais il faut le développer. Développer, ça, c'est tout un job. C'est ça, la vraie job. C'est pas d'avoir du talent. Il y a plein de monde drôle dans la vie. Ou des athlètes là, dans leur salon qui écoutent les parties de hockey le samedi. Il y en a plein là, qui auraient été meilleurs que ces joueurs-là. Mais ils ne l'ont pas fait. À cause, tu penses, de la discipline. Mais oui, c'est dur d'être discipliné. Là. Je veux dire, ça demande une rigueur, puis ça demande de mettre des choses de côté. Puis je suis ouvert à tout, mais c'est juste que souvent, je me dis, mais non, c'est ma façon de fonctionner qui est plus payante pour moi. Fait que pourquoi je ferais telle ou telle affaire? Puis l'autre chose, c'est que je pense aussi que les gens sont souvent, malheureusement, ils s'égarent dans une chose dont on n'entend pas souvent parler, c'est qu'ils calculent trop à court terme les choses. Okay. Et c'est pas comme ça qu'il faut le voir, parce que ce que ça fait, c'est que tu regardes vite les obstacles qu'il va y avoir, puis ça va être quoi le prix à payer, puis ça va être quoi ma souffrance de faire tel ou tel choix. Alors qu'en réalité, quand tu fais les choses de manière ouverte et libre, ça finit par s'équivaloir. Même les erreurs que tu fais, même les mauvais coups, les mauvais choix que tu fais, si tu es quelqu'un qui fait les choses avec cœur, puis avec ouverture, puis avec bonté, là, de vraiment vouloir les faire dans le bon sens, là, les choses finissent par se placer puis par arriver. Mais ça, c'est un peu c'est un peu ésotérique là, ce que je dis là, c'est-à-dire que je suis pas sûr que c'est calculable, mais si tu te concentres trop sur là, mettons, je sais pas, toi, tu te fais offrir, tiens, veux-tu faire quelque chose avec Guy Nantel? Puis là, toi, tu réfléchis, ah non, je veux pas faire un projet avec lui parce qu'il est controversé, là, ça va mettre le focus sur moi, les gens vont me poser la question. Là, tu es en train de faire la mauvaise affaire. Tu as le droit de dire, ça me tente pas, parce que tu sens que tu ne devrais pas. Mais quand tu commences à penser de, ouais, c'est parce que l'autre va penser, les choses. Les tenants et aboutissants. Ça n'arrive jamais comme on pense. C'est ce qui fait la beauté de la vie. Donc, puisque ça n'arrive jamais comme on pense, toutes les préoccupations que tu as, là,
tout le stress que tu peux avoir et la peur, comment on dit ça aujourd'hui, là, tout le monde vit l'anxiété. Donc, toute cette anxiété-là, c'est totalement inutile. Parce que la peur, ça sert dans l'immédiat. Ouais. Quand le danger est là, il faut avoir peur. Mais quand le danger n'est pas là, sois pas anxieux, ça ne sert à rien. Cette chose-là n'existe pas et n'existera probablement jamais, même si tu fais la chose que tu penses qui va créer ça. Tu comprends ce que je veux dire? Bien, ça expliquera en partie ta détermination quand tu dis, moi, quand je décide, c'est que tu n'as pas de deadline. Ouais. Tu sais, on dit souvent, on ne peut pas battre quelqu'un qui n'abandonne jamais. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis Il y a un après, bout de ça. après le talent, oui, je pense qu'il faut en avoir un petit peu. Là. Quand on ne peut pas décider, je pense pas que je pourrais être peintre. Il faudrait que tu vois comment je dessine. Ça en prendrait en tabarouette de la détermination pour faire ça. Là. Non, ça prendrait la détermination des gens qui veulent t'acheter. Ouais, peut-être que ça créerait un nouveau mouvement de peinture. Oui, ben oui. Aujourd'hui, avec l'art aussi, contemporain. Non, je dessine comme un enfant, on dirait. J'écris aussi comme un enfant. Est-ce que tu écris de plus en plus mal à la main? Parce que moi, c'est rendu là, que je me sens mal. J'ai toujours écrit vraiment très mal. Là, OK, ça peut pas être pire. Ouais. Parce que moi, j'en reviens pas. Là. J'écris à main, très rarement, ordi. Puis c'est fou là, comment que j'écris mal. Ouais. C'est pire que jamais. Je fais... Peut-être tu manques de pratique. Ben, c'est peut-être ça. C'est vraiment non, ça. mais tu veux que ça serait hot. Puis tu vieillis. Ça peut être ça aussi. J'ai 57. Ben oui. Que j'écris mal parce que ma dextérité, peut-être? Ben, gars. Parce que je le vois que j'écris vraiment plus mal qu'avant. Ta vue baisse, tu vas jogger, tu fais pas en même temps. Fait que ta synchronicité. La twist du poignet, mais j'espère que personne ne va pogner le propos juste là. Je vais commencer à écouter. Ta twist du poignet en vieillissant est plus très bonne, Marc. D'après moi, c'est ça le problème. J'accepte, je suis comme toi. J'accepte. Je me dis, c'est un aléa de la vie. Oui, mais accepter pour. D'ailleurs, est-ce que tu vieillis bien? On va finir là-dessus. Ouais. Trouves-tu que tu vieillis bien? Oui. Oui? Oui. C'est pas quelque chose genre qui t'habite, genre non, à 20 ans c'était plus drôle ou. Non. Ben, c'est-à-dire que oui, je peux dire par exemple, je trouve que tu sais, à 20 ans, moi, le Québec que j'ai connu, c'était plus vivre et laisser vivre. Là. Je trouve qu'à cette heure, tout le monde c'est polarisé, puis tout le monde se crie après, puis tout ça. Souvent même, je vais faire ce genre d'analogie-là. Mais moi, par rapport à ma vieillesse puis à mon passage sur la Terre, je vis parfaitement bien. La seule affaire, c'est que je trouve que le temps passe tellement vite. Là. C'est malade. C'est démesuré en vieillissant. Oui. C'est fou. Tu sais, je regarde ça aller puis je me dis, mais tu sais, tout le reste de peut être aussi fort qu'avant ou de perdre des cheveux ou tout ça, ça fait longtemps que j'ai fait mon deuil de tout ça. Ouais. C'est bon. Ouais. On est là aussi pour passer, puis passer, ça veut dire qu'éventuellement, il y aura une fin. Fait qu'on s'en va tout vers là. Fait qu'aussi bien une chose, sais-tu quoi? Oui. Aussi bien faire une chose en terminant, là, gars, t'as 57. Bon, moi, j'ai 55. Franchement, là, tu te souviens, il y a 20 ans? C'était hier. Ah! Il te reste une autre shot de même. Ouais. Puis t'es presque à 80. Mm-hmm. Mais c'est la moyenne d'âge. Absolument. Tu comprends? Alors, qu'est-ce que ça donne d'avoir peur? Puisque ça a passé comme ça. Mm-hmm. Ce temps-là, là, ça va tellement vite que quand même que tu te fais chier un peu pendant ces années-là, c'est pas bien grave. Mm-hmm. Ça va être fini demain, ça. Alors, fais ce que tu as le goût, dis ce que tu as à dire, puis assume-toi, sois heureux. Mais travaille aussi pour le bien-être de tout le monde. C'est ça qu'il faut faire. Puis ça, on a encore beaucoup de chemin à faire, je trouve. On est tellement dans un monde, moi, je me moi. Les maudits, là. Non, mais ça amène ça aussi, tu sais. Guy Nantel, merci mille fois. Merci, Marc. Ça a été vraiment fort intéressant. Ouais, ben moi aussi, j'aimais ça. Ben, tant mieux. Ouais. OK, salut. Salut tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Bye.